Bon eh bien bonjour à tous, on se fait une petite vidéo un petit peu complètement improvisée dans la nature avec le copain Laurent, ça fait pas, on a été mis en contact par une connaissance commune qui s'est dit qu'on avait sûrement des bons atomes crochus et effectivement Dieu sait qu'on en a. Et en plus là on se fait un petit bout de vacances ensemble et on en a profité de l'occasion pour, on voulait vous proposer justement une petite discussion, une petite causerie autour de l'histoire de la Nouvelle-France. Vous savez que c'est un sujet sur lequel j'ai écrit, qui me passionne. Je me suis passionné pour cette histoire de cette ancienne Amérique française, en fait, qui est en partie pas mal oubliée dans nos programmes scolaires. Finalement, tous les gens savent qu'il y a des Québécois et qui sont des francophones. Finalement, beaucoup de gens ont oublié finalement d'où vient en fait le fait qu'il y a finalement aujourd'hui un résidu, j'aime pas le terme, on va pas commencer à m'engueuler sur ça. Une petite source francophone. Voilà, aujourd'hui en tout cas il reste voilà, il y a un peuple francophone aujourd'hui toujours en Amérique, aujourd'hui voilà, au Canada et de ce qu'on appelle maintenant le Québec. À l'époque on parlait un peu du Canada français, et de toute façon tu pourras revenir sur tout ça. Et voilà, et en fait il se trouve que Laurent est d'origine québécoise, avec aussi en plus avec une double origine française et amérindienne, autochtone, Huron-Wendat. De toute façon, tu vas nous raconter un peu tout ça. Et voilà, l'idée, c'était justement, dans mes articles, moi je vous raconte un peu cette histoire de la Nouvelle-France. Je me suis énormément nourri en fait des travaux des historiens québécois qui un petit peu, il y a toute une nouvelle génération d'historiens québécois qui, je trouve, est allée autochtones surtout. Voilà, dans un premier temps, voilà, on d'abord se réapproprier ses racines et cet héritage et voilà ce passé français. Et puis maintenant, là en plus, on arrive à cette période encore plus intéressante où on vient maintenant aussi retrouver ses racines autochtones, parce que ce peuple canadien est en fait fondamentalement un peuple métis. À la fois, il y a eu un métissage ethnique et aussi un métissage surtout encore plus culturel, Et de toute façon, voilà, ça va être le cœur, il va raconter tout ça. Et voilà, Laurent, l'idée c'est qu'on raconte un petit peu aussi à quoi pouvait ressembler ce monde déjà de la zone, finalement la région que les Français vont coloniser, donc la vallée du Saint-Laurent, puis la région des Grands Lacs. En fait, voilà, il y avait des peuples. Des Européens, voilà, il y avait des peuples. Au moment de leur arrivée. C'est ça, il y avait des peuples amérindiens qui vivaient là. C'est ce qu'on appelle les Premières Nations, les nations autochtones. Les Américains parlent des Native Americans. Et toi, tu es notamment, voilà, tu as des origines notamment de ce peuple amérindien des Huron-Wendat, et tu vas pouvoir nous raconter aussi déjà un peu ce qui, moi, du coup, quelque chose que je connais beaucoup moins bien, naturellement, qui est à quoi ressemblait en fait ce monde des Premières Nations et cette Amérique amérindienne en fait au moment où les premiers Européens sont arrivés. Et je te laisse, voilà, si on se place effectivement, vous vous souvenez, Jacques Cartier, le premier explorateur du golfe du Saint-Laurent dans les années 1530, quand il arrive, c'est pas une terre vierge, une terra nullis. Il y a des tribus de populations romaines, des peuples amérindiens, avec toute une géopolitique, des cultures, des peuples très différents, avec aussi des langues, et voilà. Et c'est Laurent est la personne parfaite à la fois de par ses origines et par sa connaissance aussi, parce que voilà, t'as fait des études d'historien, et donc tu vas pouvoir un peu nous faire ce portrait. Présente-toi toi brièvement, ça serait cool que tu présentes ton projet, après je me présente. D'accord, alors oui, effectivement, parce que comme effectivement Laurent va aussi partager lui de son côté la vidéo aux personnes qui le suivent, et à sa famille, aux amis, et puis voilà, sur ta chaîne aussi, parce que comme tu as lancé aussi une chaîne. Moi du coup, Arnaud Breton, donc moi je suis français de la région parisienne. J'ai une première vie d'ingénieur en aménagement du territoire, et je suis revenu à ma passion de toujours, qui était l'histoire, mais aussi la géographie, l'économie, l'histoire, et l'histoire comme un portail aussi vers le passé pour comprendre le présent. Et je me suis un peu passionné aussi pour cette histoire de la Nouvelle-France, et vachement notamment le XVIIIe siècle, cette grande rivalité en fait franco-britannique sur le monde, et qui va se jouer notamment ces moments où voilà les Anglais vont conquérir en fait cette Nouvelle-France, cette Amérique française qui va entre guillemets cesser d'exister, en tout cas au sens d'une colonie française, parce que après bien sûr il y aura toute une histoire de cette Amérique francophone qui elle va bien sûr rester, même si elle aura coupé finalement son lien, le lien sera un peu coupé avec la France, en tout cas, même si bien sûr ce lien culturel, identitaire continuera à exister. Et voilà, donc moi j'ai écrit une grande série notamment autour de la Nouvelle-France, qui s'est vachement nourrie de tout ce que les historiens québécois, voilà, j'ai vachement puisé sur tout ce que vous avez pu produire, en apportant aussi moi du coup mon regard plus métropolitain, c'est-à-dire resituer la Nouvelle-France dans l'empire colonial français, qui était un empire colonial au niveau mondial, avec aussi les Antilles, les Indes, dont la Nouvelle-France était une colonie parmi les autres, mais voilà, ça s'inscrivait dans une géopolitique mondiale, globale. Et donc c'est super intéressant d'avoir ce double point de vue, à la fois du regard métropolitain franco-français sur entre guillemets sa colonie, et ce regard des Québécois pour qui le Canada et des francophones qui sont allés là-bas, et pour qui c'est devenu leur patrie en fait, leur terre,
et qui vont aussi se battre pour la sauver. Et voilà, donc voilà, j'ai un site web, donc j'ai créé des grandes séries d'articles, et puis maintenant on commence un peu à raconter ça aussi à l'oral, sous ce format un peu causerie à la Père Castor. La discussion autour d'un café, comme tu dis, on a un peu de café. Hein. C'est ça, ouais, la petite causerie à l'ancienne. En plus, on s'est mis un petit peu dans la nature, parce qu'on trouvait que c'était sympa tous les deux, et puis voilà, un peu dans la forêt, les bois, parce que tout ça n'est pas nous évoquer aussi cet univers de l'Amérique du Nord. Et donc voilà, je te donne la parole. Sur la première question qui aurait été, qui est un petit peu déjà. Ouais, vas-y, pardon, ouais, t'as raison. Alors bon, je m'appelle Laurent et voilà, ma mère est française d'origine de la région de Cholet et mon père est québécois et amérindien. C'est-à-dire que officiellement, j'ai le statut indien. Alors déjà là, on pourrait en parler aussi. Mais moi, j'ai baigné dans l'histoire et j'ai toujours été passionné par ça. Et j'ai toujours été amoureux de ces deux peuples, autant autochtones que la France. C'est cette double identité, en fait. Mais ouais, mais c'est que, en fait, je me suis rendu compte que je suis pas le seul. Alors, j'ai 2 sœurs, et puis il y en a peut-être d'autres au Québec. Mais j'incarne quand même cette espèce de mélange. Mes parents ont recréé, et en plus, ils se sont rencontrés dans les Rocheuses, les montagnes, comment vous dites en France? Les montagnes dans la Colombie-Britannique. Oui, d'accord. Les Rocheuses. Ouais, les Rocheuses côté Canada. Ouais. Donc c'est quand même amusant comme histoire. Et donc là, oui, effectivement, je représente ma chaîne YouTube qui s'appelle Autochtonomie. Donc moi, mon projet, c'est vraiment d'explorer l'esprit autochtone sous toutes ses formes. Et c'est sûr qu'en Amérique, j'en suis beaucoup plus en contact là-bas, mais ici en Europe, je voulais voir justement qu'est-ce que ça représente pour les gens. Et puis, pour moi, c'est pas juste de parler de philo, mais aussi de partager, d'essayer de mettre en pratique ma philosophie en fait de vie, et dans un but de retrouver de la dignité, de l'autonomie humaine. Donc, je pense que par l'autochtonie, on peut effectivement trouver beaucoup de réponses et de solutions aux problèmes du monde moderne, de l'homme moderne qui est en crise, l'homme et la femme. Et on va parler avec toute cette spiritualité amérindienne et sur cette connexion et ce rapport à la nature qui était quand même très différent de celui des Européens. Mais je pense que les Européens ont déjà vécu ça il y a bien longtemps. Oui. Et c'est tout aussi fascinant. Bien longtemps. Tout le processus historique qui s'est déroulé depuis. Toutes les transformations. Et donc, je suis membre de la nation Huron-Wendat. Donc, Huron étant le nom français que les Français ont donné au Wendat, et Wendat, c'est le nom Wendat. Wendat, c'est le nom d'une confédération. Donc déjà, je situe un peu les gens. Dans la province du Québec, il y a 11 nations autochtones, dont les Hurons-Wendat. On y reviendra plus tard. Mais c'est juste pour avoir un petit portrait. Ouais. Pourquoi je pourrais continuer? On va peut-être nous présenter un petit peu à quoi ressemblent un peu les grandes familles amérindiennes. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Allez, allons-y. Non, je me demandais s'il n'y avait pas une autre mise en situation, peut-être un peu de contexte pour les gens qui se retrouvent pas perdus. Oui, des termes, juste des petites terminologies. Si tu veux qu'en fait, comment s'organisent un peu les peuples et les nations amérindiennes, effectivement, avec les langues, que c'est vachement par la langue. Alors, tu vois, au Canada, nous, les mots qu'on utilise en ce moment, parce que ça change, ça évolue, il y a le mot autochtone qui est très ultra général. En fait, ça désigne tous les gens qui habitaient là avant les Européens et leurs descendants. Donc, nous, aujourd'hui. C'est le terme, en fait, indigenous en anglais et autochtone en français, c'est le terme de l'ONU qui existe, qui a été, quand l'ONU a ratifié des traités sur les droits des peuples autochtones, donc ça concernait en Sibérie, en Australie, au Canada, en Amérique du Sud. Et c'est à partir de ce moment-là où une partie de la population autochtone s'est approprié ce mot-là pour se réapproprier justement une identité et ne plus se faire appeler sauvage ou autre terme péjoratif. Dans le milieu intellectuel francophone, on utilisait et on utilise encore un peu le terme amérindien, qui est une jonction de Indien d'Amérique en fait, et qui vient à la base de la classe intellectuelle américaine, mais qui n'a pas été adopté dans le milieu. Donc c'est assez intéressant de voir que ça s'est transposé dans la culture francophone, mais pas américaine. En anglais, ils utilisent au Canada Indigenous People, puis aux États-Unis, c'est plus Native Americans. Donc dire natif en français, c'est bizarre pour nous.
parce que c'est pas dans notre terminologie. Le terme amérindien peut être critiqué sur plein d'aspects, mais je trouve qu'il est assez parlant. En tout Moi, cas, il me gêne pas du tout. Justement, le terme indien d'Amérique, ou je trouve amérindien, au moins on comprend bien de quoi on parle. Pour moi, il n'y a pas une dimension péjorative du tout. Non, moi, il y a, au contraire, pour moi, c'est un aveu, une certaine forme d'aveu, d'erreur historique de merde, on les appelait indiens puis c'était pas vrai, on va juste le changer un peu pour faire comme ça. Donc il y a un petit côté de, mais non, moi je retrouve, ça me, peut-être parce que j'ai grandi avec ce mot-là aussi, mais je retrouve quelque chose que j'arrive pas avec le mot autochtone. Pour moi, c'est plus valide, c'est plus général. Pour moi, autochtone est plus péjoratif d'une certaine façon. Il peut avoir une connotation péjorative en français d'ailleurs, le côté un peu autochtone. Enfin, ça dépend comment il est entendu, mais. Je pense que indigène plus pour moi. Ouais. Autochtone, pas pour moi, mais c'est très général. Mais parce que c'est nouveau aussi. Moi aussi, les Américains, tu sais, bon, ils les ont défoncés, puis après maintenant, ils parlent de les natifs. Tu sais, on les remet en valeur après les avoir bien génocidés. Donc bon. Ça c'est le classique. Et quand on parle d'Autochtones, on parle vraiment, comme je dis, de tous les habitants sur le territoire canadien. Quand on parle de Première Nation, c'est tous les peuples, sauf les Inuits, qui vivent majoritairement sur la banquise tout le long dans le nord canadien, donc y compris au Québec. C'est ce que nous, on appelle un peu Esquimaux, un peu, effectivement, voilà, c'était le dans nom, notre imaginaire, c'est ce qu'on désigne par l'idée d'Esquimaux. Mais Inuit, dans la langue, ça veut dire être humain. Donc, si je me trompe pas. Oui, ça serait vachement intéressant aussi quand tu sais, toi qui dois connaître ça mieux que moi, le nom la façon dont ils se désignaient. Comme tu dis, voilà, les Iroquois, dans la façon dont ils s'appelaient, ça voulait dire les gens à la maison longue, des choses comme ça. Alors que Wendat, tu vois, on n'est pas sûr de la signification de plusieurs hypothèses. Mais pour moi, ça fait partie d'un des, on va dire, problèmes identitaires, c'est que à chaque fois, on doit se nommer dans une autre langue. C'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus, parce que c'est des mots comme autochtone qui viennent du grec. On n'a rien à voir avec la culture grecque. Mais tu vois, c'est un décalage énorme. Mais malgré tout, on se sent plus proche de ça que donc je pense que ça serait vraiment intéressant de se trouver un terme dans une langue. Enfin bref, on parlera peut-être de ça une autre fois. Et t'as les métis. Donc métis, au sens avec un M majuscule, ça désigne la nation métisse, qui est principalement située dans la province du Manitoba. Donc c'était vraiment, quand les Anglais se sont installés, mais même un peu avant, t'avais vraiment un peuple de métissage de Canadiens et d'Autochtones qui ont réussi, entre guillemets, à former une culture et un peuple à part. Donc, eux, ils se sont appelés métis, ce qui porte à confusion, parce que quand on parle de métis, en général, c'est juste une fusion de deux cultures. Donc, nous, quand on va parler de métissage culturel, on parle pas de la nation métisse. Quand on va dire un métis, on parle pas nécessairement de cette nation-là. On va parler plus de quelqu'un qui est mélangé. C'est pour ça que je veux définir ça avant, parce que ça peut vite porter à confusion. Donc, voilà. Donc, finalement, quand on se place effectivement en cette fin 15e, début 16e, quand des premiers Européens, des navigateurs, des explorateurs commencent à, notamment, Cartier, il y avait eu Jean Cabot, il y avait Verrazzano sur les côtes plutôt de ce qui correspond aujourd'hui à l'est des États-Unis. Qui habite là finalement, tu vois, si on prend la vallée du Saint-Laurent, ce qui correspond au Québec et à la région des Grands Lacs, est-ce que nous faire un peu le portrait, la photographie des nations, des peuples, des tribus, puis qui pouvaient parfois être organisés en fédération. Et puis qu'est-ce qui les caractérisait, les différenciait dans notamment leur mode de vie, certains nomades, semi-nomades, semi-sédentaires, tu peux nous présenter un petit peu tout ça? Avec plaisir. Donc, si on se met au début du 16e siècle, donc juste avant que Jacques Cartier arrive, principalement, t'as sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, t'as les Inuits, qui avant se faisaient appeler montagnais. Encore une fois, le nom français c'est montagnais. Et t'as les Wolastoqiat. Le même, je suis pas sûr. Pardon. Et eux se faisaient appeler Malécites sur la rive sud, donc genre Gaspésie. D'accord. C'est un peu, c'est le bout, le rocher percé par où Jacques Cartier arrive en premier. Les premiers qu'il va rencontrer, ça va être vers la baie des Chaleurs, là, c'est ça? Et les Micmacs, pardon, aussi. Ils partagent un peu ce territoire-là. Mi'kmaq aussi, on dit. Et sur la rive nord, c'est les Inuits. Donc, Tadoussac, qui va être, plus tard on en reparlera, le premier poste de traite de Champlain. Les grands comptoirs fondés. La région, la rivière du Saguenay, pour ceux qui sont déjà allés au Québec, l'embouchure de la rivière du Saguenay, tout ce coin-là.
Voilà, avant la fondation de Québec et de Montréal, voilà, les premiers établissements fondés. Jusqu'à peu près où le fleuve se rétrécit, justement, jusqu'à peu près à Stadacone, où là, il y a ce qu'ils appellent les Iroquoiens du Saint-Laurent, faute de meilleurs termes, parce qu'il y a encore des débats entre Mohawk et Wendat. Donc, c'est des gens qui sont semi-sédentaires, qui pratiquent l'agriculture sur les deux bords du rive du Saint-Laurent. C'est des gens qui parlent une langue, on va les voir, iroquoienne, qui trouvent naissance dans les Grands Lacs. Donc, c'est comme, moi, de la façon que je le vois, d'après ce que je sais, c'est un bras de la région centrale démographique du peuple semi-sédentaire qui pratique l'agriculture, qui est autour des Grands Lacs. Donc, c'est l'extension. Ça montre pour dire qu'ils sont vraiment très nombreux à cette époque-là. Et là, quand on arrive, donc, de côté de la rive nord, il y a les Algonquins aussi, plus tu descends vers Trois-Rivières, et les Atikamekw qui sont un peu plus à l'intérieur du territoire, un peu plus loin du fleuve. Et du côté de la rive sud, tu as les Abénaquis. Donc, en gros, rive sud, tu as Mi'kmaq, Malécite et Abénaquis. Et du côté nord, tu as Innu, Atikamekw, Algonquin et... moi, ce que j'avais retenu, c'est que tu as deux grandes familles de langues, si on prend la région vraiment qui va être le cœur, qui va devenir après le Canada français. Tous ceux que je viens nommer, on les appelle les gens de la famille linguistique algonquienne. Et quand tu arrives... Sauf les Iroquois, les Iroquois, ils sont... C'est ça, attends. Pardon, excuse-moi. Quand tu arrives, à l'époque, là, vraiment avant Jean-Cartier, quand tu arrives dans la région de Montréal et tu remontes le fleuve Saint-Laurent encore jusqu'au Grand Lac, là, tu es vraiment dans le plein cœur du pays iroquoien, donc la langue iroquoienne, donc des gens semi-sédentaires. Les autres sont des peuples nomades. Tous ceux qui sont un peu plus haut en latitude et éloignés du fleuve, un peu plus éloignés du fleuve, ils sont en mode nomade. Ils pratiquent pas l'agriculture. Et cette langue, il y avait quand même des familles. Enfin, la langue était vraiment un des trucs qui différenciait notamment des grandes familles et dans des ensembles de tribus et de peuples. Comment c'est ça les noms qu'on donnait aux peuples avaient toujours des désignations territoriales. Donc, quand on donnait un nom à un territoire, c'était souvent en fonction du comment qu'est-ce qui faisait vibrer en eux ce territoire-là, l'esprit du lieu, en fait. Et donc, les gens qui y habitaient portaient le nom de ce territoire-là. De ce que je sais. Encore une fois, s'il y a des gens qui savent mieux quoi. Et donc, tu retrouves, par exemple, de ce que je connais le mieux de chez les Wendat, tu retrouves aujourd'hui sur la rive sud, à peu près au niveau de Québec, de l'autre côté, non, peut-être plus, je sais plus, en tout cas, qui s'appelle Chaudière-Appalaches. Là, tu te dis Chaudière, pourquoi il y en a une région qui s'appelle Chaudière? Parce qu'il y a une chute assez importante dans cette région-là, et les Wendat y allaient, et dans leur langue, ils la dénominaient comme une sorte de chaudière. Donc le nom français a été une traduction du nom Wendat. Parce que les Wendat, éventuellement... Enfin, donc... Le terme Huron, par exemple, ça c'est le nom qui a été donné par les Français, c'est ça? Eux, ils s'appelaient les Wendat. Ouais, c'est ça. Huron qui vient de la hure du sanglier, parce qu'il portait une coupe de cheveux... genre un mohawk mais rasé. D'accord. C'est juste la raie la crête, qui fait penser à la hure du sanglier. D'accord. Donc, ça peut être perçu péjorativement ou pas, ça dépend. Moi, j'aime bien ça. Ça dépend. En France aussi. Ouais. Et donc, plus tu remontes vers le fleuve, là, tu arrives au Grand Lac, et là, tu arrives dans le pays Huron-Wendat, qui est la baie Georgienne, qui est la région de Toronto aujourd'hui. Pas pour rien qu'ils sont installés là, c'est que c'est hyper fertile comme endroit. Donc, ils pratiquent principalement l'agriculture, aussi j'y reviendrai de où et pourquoi, et beaucoup la pêche. Et comme on en parlait tout à l'heure, la chasse pour pallier au manque, surtout pendant l'hiver, prévoir en fonction de l'hiver s'il manquait de ressources ou pas. Et donc ça, c'est, tu vois, même moi, les Grands Lacs, des fois, je les confonds. Là, t'es au lac Huron, lac Huron, et le lac un peu peut-être Michigan. Et quand t'étais un peu avant, donc entre le lac Champlain, aujourd'hui qui porte le lac Champlain, et le lac Erie et le lac Ontario, au sud de ces lacs-là, t'as ce que les Français ont appelé les Iroquois, c'est-à-dire les Haudenosaunee.
Je sais pas si on dit Haudenosaunee ou Haudenosaunee, mais bon. Et eux qui sont effectivement le peuple de la maison longue. Ben, les deux vivaient... Dans la langue, ça veut dire le peuple des maisons longues, c'est ça? Il me semble, ouais. Il me semble aussi, ouais. Et, Iroquois, c'était le terme... Et même terme... géographiquement, leur répartition... Parce que les deux... Et là c'est là où moi je trouve que politiquement, c'est intéressant parce que vu que c'était des agriculteurs, ils avaient ce qu'on appelle semi-sédentaire. Pourquoi? Parce qu'à chaque... Quand ils jugeaient que la terre, ils avaient un peu épuisé la terre, ils brûlaient tout, y compris leur maison. Et ils allaient s'installer quelques kilomètres plus loin. Donc l'idée c'était de donner la terre la possibilité de se régénérer. De roulement à l'échelle de leur territoire, on est là, puis quand on a un peu épuisé le sol, hop, on laisse la terre se régénérer, puis on va plus loin. Tu vois beaucoup cette idée de gardien de l'équilibre de l'environnement. En fait. L'idée c'est de faire les choses intelligemment, pour que ce soit pérenne pour les générations. On n'épuise pas et on détruit pas l'environnement qui nous nourrit. Quoi. Ouais, exact, c'est juste logique. Ouais. Et donc si tu regardes géographiquement, donc les deux étaient des confédérations à la base de 5 nations. Ça aussi, je reviendrai vite aux origines de l'organisation politique. Mais si tu regardes d'un point de vue sur une carte, la répartition des nations iroquoises, donc Haudenosaunee, ils sont alignés comme une maison longue. Quand dans une maison longue, normalement, la plupart du temps, elles étaient alignées de manière à ce que la porte est soit la porte d'entrée alignée avec le lever de soleil et la porte ouest avec le coucher de soleil. D'accord. Pour sortir de... Je sais pas s'ils devaient souvent rentrer quand même par la porte ouest, mais c'était une question d'être en harmonie avec les forces naturelles. Là. Et puis en plus, quand on disait maison longue, c'était vraiment des longues maisons avec je sais plus combien... en moyenne, une quarantaine de personnes. Ouais. Donc, c'est sûr que les familles n'étaient pas comme les familles chrétiennes, parce qu'il y avait... bon, déjà, tu avais le côté matrilinéaire, c'est-à-dire que quand un homme et une femme se mariaient, l'homme emménageait dans la maison. Je pense qu'on serait intéressant qu'on en parle, ouais. Bon, on va y revenir, effectivement. Encore là, je suis pas infaillible, là, c'est des trucs de mémoire que je dis. Et moi, je veux remonter un peu plus loin encore. Vas-y. À cette époque-là, c'est déjà deux gros rivaux, parce que moi, je le vois vraiment comme le yin et le yang. Même dans leur mythologie, leur mythe de création, t'as l'histoire des deux frères dont j'ai oublié le nom. Le bon frère juste et le frère un peu plus malin ou un peu plus je sais pas, j'ai faute de mots plus rusé, la fin justifie les moyens. Donc ça peut être par la ruse, mais c'est plus l'emmerdeur. Mais pour moi, les deux ont leur rôle et les deux ont leur place. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment important dans cette vision du monde. Là. Et les Iroquois incarnent celui qui est plus emmerdeur, entre guillemets. Évidemment, moi, c'est le point de vue Wendat. Peut-être qu'eux, ils disent l'inverse. Pour moi, c'était quand même un des gros acteurs géopolitiques de la zone, en fait. En fait, à cette époque-là, c'est eux qui dominent les deux. Eux deux, ils dominent le paysage de tout le nord-est de l'Amérique. Et j'oserais même dire du centre de l'Amérique. En fait, ils sont la plaque tournante de tout le commerce, la politique et de tous les échanges. Parce qu'ils sont littéralement dans le cœur névralgique. Parce que c'est le carrefour des voies fluviales. Exactement. Parce qu'il faut savoir que tous les transports se font par voie fluviale, principalement. D'ailleurs, les Français vont explorer le Canada par le réseau fluvial. Et donc, les Wendat sont plutôt le profil diplomate, machin comme ça, et donc, ils vont exporter beaucoup leurs céréales partout, dans l'ouest, dans le nord du Canada, tout vers les peuples nomades, en fait. Donc, ceux des steppes, des prairies, ceux du Nord et ceux comme ceux qu'on vient de citer qui sont au Québec. Ça, je rebondis parce que tu m'avais expliqué effectivement que c'était vraiment des peuples quand même très agriculteurs. On a souvent cette image aussi un petit peu des Amérindiens qui seraient vraiment nomades, chasseurs, pas chasseurs-cueilleurs, chasse-pêche. Alors que justement, il y avait des tribus qui étaient vraiment très sédentaires, qui faisaient beaucoup d'agriculture et qui après, il y avait toute une géopolitique du maïs. Tu m'avais parlé de cette espèce de géopolitique du maïs. Je laisse me raconter un peu ça. Mais juste pour finir, d'après ce que je sais aussi, le peuple Haudenosaunee, Iroquois, eux, ils dominaient plus la zone, on va dire, entre autres au sud de la frontière actuelle du Québec et des États-Unis, en fait.
Donc, tout le côté est vers la mer Atlantique, donc les Delaware, la truc de Pocahontas, là, je pense que c'est des Delaware. Et ça, pour situer avec les gens, ça va être dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Suède et la Nouvelle-Hollande. Pour situer, on est vers actuellement Washington, Philadelphie, Baltimore, c'est ça. Et les Shawnees, les Cris, donc ça c'est vers le sud du Mississippi, la Floride, tout ce coin-là, la Georgie. Et tout ce quand on pense pour les Sioux, ça c'est vraiment plus à l'ouest, les grandes plaines. L'image évidemment qu'on a des Indiens à plumes et tout, ça c'est l'ouest avec les bisons, les tipis, c'est le mode nomade des prairies. Nomade, on suit des troupeaux, donc on se déplace sur des grandes aires, et puis c'est un monde de prairies, alors que c'est plutôt ce nord-est de l'Amérique, c'est plutôt un monde de bois, c'est ça? Vachement de forêt, avec de l'agriculture, mais un monde quand même vachement de forêt, Et donc, tu vois, un truc que je sais pas, c'est justement les peuples qui sont plus au sud, entre les Neutres, les Renards, puis même plus au sud, je sais plus trop. Ils devaient pratiquer l'agriculture aussi, forcément, au bord du Mississippi, en fait. Tout ce qui est Tennessee, même jusqu'à la Louisiane. Forcément. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que ils ont reçu, si tu veux, l'enseignement de l'agriculture c'est venu du Mexique. En fait. Donc, du Mexique, et là au Mexique, on parle de 500 ans et même avant Jésus-Christ, c'est vieux. Oui, c'est-à-dire que là, on pense vraiment aux civilisations méso-américaines, là où, voilà, pour situer là où il y aura les Aztèques, les Almèques, c'est ça. Donc, l'Amérique centrale. Maya, moi, je veux en parler parce que justement, pour moi, l'origine de la cosmologie des peuples semi-sédentaires, Wendat et Iroquois, trouve son origine dans le maïs et donc au Mexique. Au Mexique, ils ont le proverbe de El hombre es hombre de maïs. C'est vraiment cette identité que le maïs a forgé toute la civilisation mésoaméricaine et tout ce qui est autour. Chaque continent s'est bâti un peu autour d'une grande céréale. Le maïs était à l'Amérique, ce que le blé a été à l'Europe et l'Ouest méditerranéen, ce que le riz est à l'Asie, quoi. Donc, c'est ça. Si on recule un peu dans le temps, c'est-à-dire si on part du fait, les Hurons et les Iroquois sont les peuples qui pratiquent l'agriculture qui sont le plus au nord de l'Amérique. C'est le climat le plus fertile pour faire ça, pour eux, là, à l'époque, qui est le plus au nord. Donc, ils sont comme la frontière, ils incarnent la frontière du monde nomade et du monde sédentaire. Ils sont entre les deux, carrément. Et c'est pour ça que, et donc, à l'époque, au début du 16e siècle, avant que Cartier débarque, ils sont à leur apogée d'organisation politique et démographique. Apogée dans le sens historique, mais aussi dans le sens que depuis des siècles, ils ont connu un boom incroyable, une explosion de population grâce à l'organisation des villages, à l'agriculture et tout ça. Donc, je pense que les premiers gros villages commencent à s'organiser au 12e, 13e siècle. Avant ça, ils étaient nomades. Puis il y en a qui vont même dire qu'en ayant adopté l'agriculture, ils ont délaissé une forme de pureté sacrée du nomadisme, le nomade sera toujours dans leur cœur beaucoup plus près d'un idéal d'harmonie avec la nature que celui de l'agriculture. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu peux même trouver ça quand tu prends dans l'histoire européenne, quand on passe du chasseur-cueilleur à effectivement à la révolution néolithique, arrive l'agriculture, l'écriture. D'ailleurs, c'est le début des États. Il y en a qui diront voilà le début de notion de propriété. Avec tout ce que ça va pouvoir aussi avoir de négatif. C'est ça. Et écoute, moi je savais même pas. Je savais que les Mexicains de l'époque avaient l'écriture, une forme d'écriture, on va dire hiéroglyphique, pictogrammique, mais je savais pas qu'ils avaient le papier. Ils avaient leur propre fabrication de papier, comme les Égyptiens l'avaient développé avec le papyrus. Je me rappelle plus du nom de la plante, malheureusement, mais j'ai halluciné, quoi. C'est vraiment, ils ont tous les critères de soi-disant civilisation dans le côté historique. Et je trouve ça hallucinant, quoi. Si moi je le savais pas, je me dis que la grande majorité des gens ne le savent pas, donc c'est... Bon, bref. Et Mexique, je veux faire une distinction importante. Le pays s'appelle Mexique parce que le peuple dominant à l'arrivée des Espagnols, pareil au début du 16e siècle, c'est les Mexicas. Dans la langue soi-disant aztèque qui s'appelle le nahuatl, le X se prononce comme ch. Donc, Mexica, c'était le nom de la nation qui régnait au moment de l'arrivée des Espagnols. Aztèque, c'est comme une espèce de gros fouillis de termes assez génériques.
qui est plus culturel que national, au sens d'une nation. Et donc, ils avaient réussi à dominer sur beaucoup de peuples, mais beaucoup de ces peuples-là étaient pas contents du règne des Mexicas. Oui, il y avait une forme un peu d'impérialisme ou d'empire, et avec des États vassaux clients, mais... Ouais, c'est ça. On parle plus d'un empire parce qu'il y a vraiment un asservissement du... Et d'ailleurs, si les Espagnols vont pouvoir faire la conquête aussi facilement, alors qu'ils étaient que 500, c'est parce qu'en fait, il y avait tous ces peuples qui étaient mécontents des Aztèques et qui étaient ravis de dire on va vous aider à leur casser la gueule, entre guillemets, quoi. Sinon, ils n'auraient jamais pu faire ça. Et on peut dire que les Espagnols sont fourbes et tout dans leur approche de la colonisation, mais n'empêche qu'il y a quand même, moi j'ai vu des vestiges architecturaux du 16e siècle, que les Espagnols avaient promis à des peuples, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui voulaient, pour les aider, pour qu'ils fassent ligue commune contre les Mexicas. C'est les voir comme des libérateurs potentiellement. Ouais, voilà. Au final, ils se sont alliés. Les Espagnols, tu vois, leur avaient promis de construire un aqueduc parce que eux, ils disaient, ben nous, ce dont on aurait besoin, c'est d'acheminer l'eau, alors que leurs ancêtres de génération avant ne savaient le faire, mais ça, c'est notre histoire. D'acheminer l'eau dans notre village, quoi. Parce que la zone s'asséchait beaucoup, entre autres à cause des Mexicas. Parce que faut comprendre que la ville de Mexico aujourd'hui s'appelait Tenochtitlan longtemps, qui était la capitale. Ils l'ont fondée sur les plus grands lacs du Mexique. Et ça avait l'air, par contre, niveau architecture, ça avait l'air d'être assez une merveille. Fascinant, ville de canaux. Et tout le côté un peu, enfin la quête de la terre promise, elle est déjà là chez les Mexicains, les Mexicas, les Aztèques, on va dire. Parce qu'ils sont, d'après leur tradition, ils viennent de la mythique Aztlan. Alors il y en a même qui ont fait des rapprochements avec Atlantide, mais où ils disent, a priori, d'après pas mal d'archéologues, historiens, ils viendraient globalement un peu des Rocheuses, vers l'Arizona, le sud des Rocheuses. Plus du nord, peut-être nord-ouest, effectivement, mais plus du nord du Mexique ou du sud-ouest américain. Ils ont migré, puis il y avait cette histoire, le jour où vous verrez un aigle se poser sur un arbre, ce sera là qu'il faudra fonder la ville. Ils auraient vu ça vers Tenochtitlan. Et là, selon la légende, et c'est pas juste une légende, là, ils l'ont écrite. Tu vas au musée d'anthropologie à Mexico, qui est un des plus gros musées. C'est vrai? Ouais. Je savais pas que t'étais allé au Mexique. Ouais, c'est ça. Mais tu l'as vu, le papyrus, comment ils appellent ça, le codex. C'est immense, les feuilles de papier et tout. Non, ça, je l'ai pas vu, et ils décrivent là-dedans toute la quête sur des générations. On parle de 200 ans, là, à peu près, approximatif selon nous, de cette quête de trouver cette terre promise, jusqu'à ce qu'ils aient le signe de la classe de prêtre, on va dire. Pas la classe dans un jeu vidéo. Non, mais la classe sacerdotale, il y avait toujours, de toute façon, la classe des guerriers, la classe des prêtres. Et donc, ils décident de s'installer là. Et déjà, à l'époque, au fil du temps, les lacs, les sources d'eau s'épuisent. C'est fou. Parce qu'il y a des peintres, même au 19e, puis même au 18e siècle, qui peignaient le même paysage. Et tu voyais à chaque fois le niveau d'eau baisser. Aujourd'hui, c'est catastrophique, c'est alarmant, mais c'est pas une question de l'homme moderne. Ça fait longtemps que ça n'a sûrement pas contribué à freiner le phénomène. Mais... Et bref, c'est là-bas tu trouves des ruines partout à chaque coin. Oui, ben si t'es allé, tu sais, je pensais que t'étais allé. Même dans le bassin du Mississippi, on a retrouvé des ruines de ce qui avait dû être des cités qui avaient pu faire 200 000 habitants. Au Mississippi? Dans le bassin du Mississippi, ouais. On en reviendra. Ouais. Parce que donc, moi, ce que je voulais illustrer, c'est que là-bas, par exemple, dans l'agriculture, d'un point de vue plus large, à l'échelle plus large, t'as la Chinampa, qui est toute la ferme de culture, donc comme l'équivalent d'un champ, on pourrait dire, ici en Occident. Et t'as des canaux d'irrigation, naturels et pas naturels, artificiels. T'as des arbres, t'as des arbres fruitiers, t'as des plantes sauvages et des plantes comestibles, des cultures. Donc t'as vraiment un gros ramassis, mais organisé par l'homme, modifié par l'homme. Là, on parle de la zone Huron-Iroquoisie. Non, je parle du Mexique. Ah, c'est encore au Mexique, d'accord. Je parle du Mexique parce que je trouve que c'est vraiment les origines de la vision du monde. Après, t'as la plus petite échelle, la Milpa, qui parle là de l'agencement du maïs et toutes les plantes qui complémentent le côté nutriments, mais aussi naturellement l'environnement du maïs. Et donc, après, tu as les trois sœurs. Encore plus petite échelle, les fameuses trois sœurs. Ouais. Donc là, ici, en France, maintenant, c'est quand même bien connu. Donc là, on parle de
tous les aliments, tu sais, patates, tomates, toutes les cucurbitacées, le tournesol, un truc de fou qui aujourd'hui c'est partout dans le monde. Tu sais, c'est pour dire qu'il y a eu un réel échange et non pas juste c'est le fameux échange colombien qui est le plus grand échange biologique de toute l'histoire, où tout ce qui venait, tout ce qui n'existait pas en Amérique a été importé et vice versa, toutes ces plantes qui n'existaient qu'en Amérique, la patate, la tomate. On oublie qu'avant, en Europe, la patate, la tomate, imaginez une cuisine italienne sans tomate. Bah oui, c'est la feuille. Et irlandaise, anglaise sans patate. Bah ouais, la patate, c'était une révolution pour la nourriture populaire. Mais c'est fou. Quand tu penses qu'au 19e siècle, beaucoup de peuples européens survivent grâce à la pomme de terre qui est même pas une plante indigène. C'est de la folie déjà là. On voit le prémisse d'une transformation. C'est peut-être un des bons côtés d'une mondialisation au sens d'échange de circulation de plantes, d'idées. C'est un bon côté, mais d'une forme de perversion à mon avis, dans le sens que heureusement que c'était là, mais c'est quand même fou que tu doives subsister sur une plante qui est même pas native à ton environnement, quoi. Pour moi, c'est quand même juste un signe de déséquilibre majeur en termes de rapport à l'environnement. Mais c'est pas grave, c'est arrivé. Puis les gens survécu. Si tu prends l'Irlande, c'est que la culture de la patate, c'était des terres qui s'y prêtaient, comme ça aime bien les zones un peu humides. C'était à des endroits qui étaient des terres assez ingrates et peu fertiles, mais par contre où la culture de la patate fonctionnait très bien. Et comme c'est un super rendement en plus et que c'est très nutritif. Bah oui, c'est génial. Non mais oui, c'est idéal dans le contexte. Mais bon. Donc, cette culture-là, cette cosmologie qui tourne autour du maïs, tout le rapport de l'être humain avec la nature est centralisé sur le maïs. Elle va s'exporter au nord du Mexique avec le temps. Donc, effectivement, on passe, mettons, je pense que c'est le 11e, 12e siècle, où là, t'as les peuples du sud des États-Unis certains commencent à l'adopter. Et c'est là aussi où on voit l'avènement de la fameuse culture en anglais qui disent des mound builders. Je sais pas c'est quoi en français, les bâtisseurs de tertres, de monticules, bâtisseurs de monticules. Ces monticules qu'on a trouvés dans le bassin du Mississippi. Là. Et donc, il y a parce que le Mississippi, la vallée du Mississippi, aujourd'hui, c'est la principale concentration démographique en Amérique du Nord, à part le Mexique. Ça a toutes les conditions parfaites pour avoir une civilisation. C'est une des terres les plus fertiles du monde, climat tempéré. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est juste un immense champ agricole. C'est la Beauce comme vous avez en France, mais fois 20 en fait. C'est énorme. T'as des forêts, t'as tout ce qu'il faut pour subvenir à une civilisation au sens historique qui prospère et qui. Donc on voit cette ascension-là assez rapidement. Que ce maïs en fait, il va monter. Cette culture de maïs va monter jusqu'à avec arriver la civilisation. Et donc ils construisent des très gros bâtiments très rapidement avec une population qui aspire toutes les zones satellites des peuples amérindiens. Et ça se construit très rapidement en terre, surtout, pas en pierre ou en bois. Et ça va, on a du mal encore à expliquer pourquoi, mais ça va péricliter aussi cette organisation urbaine-là va péricliter, va chuter aussi rapidement qu'elle aura. Donc ça va durer très court, peut-être une cinquantaine d'années. Parce que ça c'est fascinant, c'est que quand les Français vont explorer, vont arriver dans le bassin du Mississippi, ils trouveront ces vestiges, mais qu'on voit quand même ça fait 2 ou 3 siècles qu'il y avait une ville peut-être de 100 000 habitants ici, qui est honnêtement sous la végétation maintenant. Je sais même pas s'ils ont pu la voir parce que c'était déjà, comme tu dis, sous la végétation. À moins que les autochtones locaux leur en aient parlé. On voyait les tertres, en fait. On voyait qu'il y avait quelque chose d'humain. Tu sais, si c'est pas excavé, si tu le sais pas, ça ressemble à une colline naturelle. Puis c'était fait de manière assez naturelle aussi. Je pense qu'il faut faire connaître le côté tertre parce que c'est des trucs que t'avais aussi en Europe, les tertres. On sait que c'est un truc que fait l'homme, quoi. Je sais pas. Honnêtement, moi, j'ai mon doute sur le fait que un Européen de l'époque qui voyage là-bas, il puisse reconnaître qu'il y a un intérêt, disons, archéologique. Là, non, il n'y avait pas l'idée d'aller escaver ça, mais par contre, je pense qu'il me semble que j'avais même lu que dans certains récits, qu'ils avaient compris que c'était quelque chose des constructions humaines, même s'ils sont pas allés faire de l'archéologie, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de notion d'archéologie. Ouais, c'est pour ça, tu sais, les gens, surtout les Canadiens qui vont se rendre là-bas, c'est-à-dire les Français qui sont nés sur le territoire canadien, donc les descendants des colons, ils sont pas nécessairement lettrés, sauf peut-être justement les jésuites. Donc ça pourrait être intéressant de voir. Mais bon. Donc, et là, au même moment où cette culture-là, on explique mal pourquoi elle a
chuté comme ça, on se dit pourquoi? Il y avait tout pour être prospère. Peut-être que ça ne correspondait pas à la cosmologie des habitants et une organisation qui est devenue beaucoup plus hiérarchique, un peu comme au Mexique, elle a peut-être pas mordu. Les gens ont peut-être fait, ben non, c'est de la merde en fait, c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça qu'on vit, donc on veut pas embrasser ce modèle-là. Et c'est assez important parce que au même moment, tu as justement les Hurons-Wendat et les Haudenosaunee qui commencent à adopter l'agriculture autour des Grands Lacs, donc un peu plus au nord encore, et qui commencent à prendre une expansion démographique et qui vont former une organisation politique qui n'est pas du tout semblable à celle des Incas ou des Aztèques et tout ça, ou des Mayas, qui est pas hiérarchique. Et moi, je trouve ça fascinant, en fait. Parce que c'est... de confédération de nations, voilà. Ouais. Et donc là, on y arrive. Ils ont... Les deux, à la base, forment des confédérations de 5 nations. Donc, il n'y a aucun pouvoir central. Chaque nation a un rôle très précis à jouer au sein de la confédération. L'exemple typique et comment sont nés là. Alors, il y a une figure légendaire quand même, qu'on a la tradition veut de ne pas le nommer par son nom. Et on l'appelle le pacificateur, en anglais le peacemaker, qui, selon mes sources, est d'origine Wendat, va prêcher une forme d'organisation, d'union, et pour être plus fort politiquement. Il va faire la même chose chez les Iroquois. Il va aller là-bas, puis il va prêcher la même chose. Et l'image que tu retrouves sur le billet de l'Américain de l'aigle avec ses 13 flèches dans la patte, ça, c'est littéralement pris du mythe de la création de la Confédération iroquoise. Ah ouais, d'accord. Lui, ce pacificateur-là, arrive là-bas et il explique aux gens, en prenant des flèches, en disant, si je prends une flèche, je la casse, c'est facile. Si j'en prends 5, j'arrive pas à la casser. Et c'est ça la symbolique, d'accord. Ouais. Et c'est l'idée que l'union, on est beaucoup plus fort unis. L'union fait, c'est un peu cliché, comme ça, mais voilà. Et de là naissent les confédérations à peu près en même temps. Et ces deux confédérations un peu en miroir, différentes, rivales. Avec une interprétation. Et là, elles deviennent très rivales. Donc, les Iroquois, t'as la nation à l'ouest, je suis plus sûr, je sais plus si c'est les Oneida, je me rappelle plus exactement des noms, qui est à l'ouest, qui protège la porte ouest de leur organisation politique, donc qui fait face aux Hurons-Wendat. Et à l'est, t'as les Kanien'kehá:ka, qui sont les Mohawks. Eux, ils vont protéger la porte est, qui sont en contact avec les Abénaquis, les Malécites, entre autres. Et donc, naturellement, c'est pour ça que... Et les Micmacs, eux, c'est plus vers l'Acadie, Gaspésie, ouais, Acadie. Acadie, c'est ça. Ouais. D'accord. Voilà. C'est beaucoup plus haut au début quand t'es dans le golfe, tout ça. Oui, là, c'est vraiment maritime. Là, on est vraiment sur la côte atlantique. Acadie, puis même, je sais plus c'est quoi, les États limitrophes de la Nouvelle-Angleterre. Le Maine et le New Hampshire. C'est encore plus à l'est que ça. Mais c'est peut-être ceux-là. Moi, c'est tout en haut. Il me semble que c'est le Maine, celui qui est le plus tout au nord et qui touche le Canada. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est le Maine, ouais. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça. Les deux vont avoir la même organisation politique, les mêmes principes de base, de fondation. C'est des confédérations sœurs, quoi. Ouais, exact. Donc, c'est des frères rivaux. C'est un peu les deux frères qui se tapent sur la gueule. Et c'est comme ça qu'ils approchent la guerre. La guerre, elle est nécessaire parce que, comment dire, il n'y en a pas un qui peut dominer sur la région dans leur organisation de la cosmologie. Donc, il faut que les deux se tapent tout le temps sur la gueule pour maintenir un équilibre des forces. Et donc, les guerres, ça sera jamais des guerres au moment où les premiers Européens arrivent, c'est jamais des guerres de domination, de conquête. Il n'y a pas de notion de territoire déjà, parce que la terre, c'est pas une propriété. Et même si tu fais de l'agriculture. Et en plus, il y a là où ils ont les villages, mais il y a aussi les zones de chasse, donc il y a toute une hinterland autour. C'est ça. Donc, tu as le territoire précis qu'ils occupent en termes de maisons, d'agriculture. Ouais, il y a les villages. Et les peuples nomades, ils bougent. Fait qu'il n'y a pas oui, ils ont un territoire, et leur territoire va se limiter en fonction des alliances qu'ils vont faire à les peuples voisins. Donc, s'ils sont en guerre avec tel, ils vont plus aller chasser là. Puis autour d'eux, il y a comme des espèces de petits états clients, tribus clientes, ou en tout cas qui sont très liés, dépendantes économiquement, politiquement, non? Il y a comme tout autour un peu. Il y a un réseau, en fait. Ouais. Donc, la philosophie du commerce, elle est fondamentalement diplomatique. C'est-à-dire que tu fais le commerce pour entretenir une bonne relation avec quelqu'un. Tu fais pas le commerce pour faire de l'argent. L'argent n'existe pas.
mais pour gagner quelque chose. La seule chose que tu veux gagner, c'est la confiance de l'autre pour en faire un allié, un ami. Et donc, l'intérêt, eux, le gros avantage, c'est qu'ils ont les récoltes, là, le maïs, les denrées agricoles. Donc, ça peut, encore une fois, aider l'alimentation des peuples nomades. Donc, c'est comme le cadeau le plus prestigieux qu'ils ont à offrir, c'est le grain de maïs. Ce que tu m'avais expliqué, c'est qu'en plus, les Hurons étaient un peu ils avaient des surplus de maïs, et du coup, qu'ils exportaient pas mal, voilà, et des échanges, et qu'ils étaient aussi un peu, ils étaient pas aussi plaque tournante déjà un peu de la traite des fourrures. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'ils demandaient en échange souvent, c'était justement, entre autres, des fourrures. Ouais. Parce que ils vendaient du maïs contre, voilà, comme ils étaient plutôt, voilà, agriculteurs sédentaires. C'est ça. Ouais, c'était troc. Ils chassaient quand même, mais c'était pas leur principale activité. C'était commerce maïs contre fourrure, pour faire simple, ouais. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils allaient vraiment loin. Et comme je dis, les Iroquois, c'est pareil de leur côté. Mais moi, je connais mieux géographiquement surtout le réseau Huron-Wendat. Donc, ils allaient vraiment loin. Et, forcément, le terrain, le champ de bataille parfait, c'était la vallée du Saint-Laurent. Donc, ils l'ont... Qui était la zone de contact, en fait, et la frontière. Ouais, c'est comme la zone tampon. C'est un peu le no man's land. Ouais. Même, non, en fait, justement, avant l'arrivée ou à l'arrivée de Jacques Cartier, selon moi, les deux l'occupent. C'est-à-dire, des gens issus des deux cultures, des deux confédérations, occupent et forment une extension de ça. Mais je pense, là, c'est beaucoup d'interprétations. Parce que, regarde, du côté intellectuel des intellos Wendat, on va dire non, c'était nous, c'était des Wendat. Et du côté Iroquois, ils vont dire non, c'était nous, c'était des Iroquois. Culturellement, aujourd'hui, les Mohawks parlent anglais et ont plus d'influence culturelle, je crois. Et donc, dans la région de Montréal et tout, ils s'interposent dans l'imaginaire comme étant le peuple qui occupait ces lieux en premier. Ouais. Et ça, si tu parles pas anglais, tu le sais pas, et ben, du côté francophone, parce que les Hurons-Wendat aujourd'hui parlent beaucoup plus français, ils parlent que français, principalement. Donc, je pense que la rivalité, elle doit naître, je sais pas, en fait. Je pense que la rivalité existe déjà, mais s'il y a un peuple d'une même langue et d'une culture assez commune qui longe les deux berges du Saint-Laurent, elle devait déjà délimiter d'une certaine façon les limites naturelles des deux confédérations. Donc, ils étaient déjà rivaux, mais je pense quand Jacques Cartier arrive, ces gens-là sont là, à Hochelaga et à Stadacone. C'est pour ça que ces noms-là, c'est des noms de langue iroquoienne. Et quand Champlain arrive 75 ans plus tard, ils sont plus là. Effectivement, c'est plus, partout dans la vallée du Saint-Laurent, tous ces gens-là sont plus là. Et ce sont principalement les peuples nomades, Abénaki, Innu, tout ça, qui occupent ça. Et donc là, à ce moment-là, quand Champlain arrive, donc début du 17e. Attends, juste pour faire un tout petit résumé pour voir si j'ai bien compris. Donc en gros, quand les premiers Français vont arriver, parce que je disais Jacques Cartier, mais après pendant 60 ans, il va y avoir plus personne, et après ça va être vraiment l'arrivée de Champlain. Ouais. En gros, on a deux grands acteurs géopolitiques de cette zone Canada, futur Québec et Grand Lac, qui sont la Huronie et l'Iroquoisie, pour faire simple, qui sont les deux grandes puissances et structures acteurs géopolitiques, pour faire simple, autour desquels aussi, autour de ça, tu as tout un ensemble de tribus nomades qui avec des relations commerciales et tout ça. Et voilà, c'est les deux grands acteurs qui vont être présents quand les premiers Européens, les Français au niveau de la vallée du Saint-Laurent et les Anglais au niveau de la Nouvelle-Angleterre vont arriver. C'est ça? Au sens occidental, européen du terme, mais du terme géopolitique, dans notre vision géopolitique, c'est eux qui sont la plaque tournante de toute la géopolitique. C'est les acteurs centraux autour desquels un peu ça s'articule autour, et c'est et pas juste du Nord. Mais je le précise parce que pour moi, s'il y a un Abénaki ou un Innu qui m'écoute, c'est pas du tout pour diminuer le rôle et l'impact géopolitique de ces nations-là, pas du tout. Mais c'est au sens civilisationnel d'agriculteurs. Ces gens-là, ils sont la plaque tournante des échanges Est-Ouest et Nord-Sud. C'est les pôles où il y a une démographie la plus concentrée. Voilà, puis c'est les comment dire, les carrefours économiques autour desquels ça structure autour aussi. Donc, on va dire en tout cas tout ça pour dire que quand les Français vont arriver, les gens avec qui ils vont devoir compter, les grands acteurs et puissances géopolitiques sur place, c'est vachement la Huronie, l'Iroquoisie. C'était là où je voulais en arriver.
Et Alors raconte-nous maintenant avec l'arrivée des Européens. Moi, je vais parler de l'organisation politique avant. Ah oui, pardon, oui, t'as raison, c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlerait de ça, ouais. Donc, je peux pas comparer aux peuples nomades parce que j'en connais pas assez sur leur organisation politique. Mais en gros, la structure, c'est que c'est très décentralisé. Pour moi, la meilleure image que j'ai, c'est comme une cellule, c'est ça, et plusieurs cellules qui forment un organisme. Donc, tu as cette idée de aussi comme une poupée russe. Peut-être que ça parle plus aux gens. T'as la plus petite unité qui va être l'individu, évidemment. Donc c'est ça, t'as l'individu, la famille, le clan, la nation et la confédération. Et l'humanité. Bon, ouais. Peut-être que j'en oublie un, là, mais bon. Et c'est important parce que quand je dis une cellule, c'est que c'est aussi t'as le village aussi, j'ai oublié de mentionner le village ou la ville, là, parce qu'on compte des plus gros villages allaient jusqu'à 3000 habitants. Donc, subvenir à une population de 3000 habitants, il faut imaginer les champs d'agriculture de maïs et des 3 sœurs et de toutes sortes de légumes qui est autour des villages, parce que c'est comme ça qu'ils s'organisaient. C'est pas rien, c'est des kilomètres de champs. C'est quand tu regardes au microscope un embryon qui se forme, tu vois c'est la création d'une cellule, puis tu vois les cellules qui se déplacent et qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais qui restent chacune une cellule. Moi, c'est vraiment cette image-là que j'ai en tête. Un mouvement perpétuel, mais qui est très calculé aussi, d'une certaine façon. Des petites cellules qui se mettent ensemble et qui font quelque chose de plus gros, mais qui sont quand même une somme de cellules. Exactement, c'est ça. Et donc, s'il y en a une qui se sépare, elle peut aller voir un autre amas de cellules. Donc, ça ne meurt pas, dans le sens qu'il y a toujours une forme de mouvement puis de transformation. Parce qu'un clan peut décider d'aller migrer, machin. Là, je parle vraiment avant le contact européen. Pour moi, il y a quelque chose de très organique, de très naturel. Et j'oserais dire anarchique. On y reviendra. Justement, parce que souvent on confond quand les gens disent c'est l'anarchie, dans leur tête c'est désorganisé, c'est le bazar. Non, mais non, mais c'est vrai que pour moi, il y a une organisation. Parce qu'ils ont l'image des anarchistes aujourd'hui qui dessinent des halles. Qui sont l'anarchie, c'est l'ordre sans l'autorité. Voilà, c'est ça. C'est pas le désordre. L'organisation, c'est ça. C'est juste, on se passe de l'autorité et de la pyramide de pouvoir. C'est ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que je parlais de l'arrivée, parce qu'au Mexique, tu as quand même une organisation très pyramidale, beaucoup plus hiérarchique, et qui a essayé de s'interposer dans la vallée du Mississippi, qui a échoué. Et là, on retrouve cette organisation politique autour des Grands Lacs. Et donc, les deux, autant les Iroquois que les Hurons, ils sont matrilinéaires. Et tu as cette dynamique que tu retrouves dans beaucoup de peuples autochtones, puis je pense en Asie aussi, et probablement en Afrique, je sais pas. Et puis en fait, en Europe, avant... Chez les Celtes déjà, mais même les Celtes, ça a déjà commencé à... En fait, avant les Grecs, les Romains et tout ça, on oublie effectivement que les sociétés, alors, n'étaient pas matriarcales, mais effectivement matrilinéaires. Tu peux nous expliquer d'ailleurs ce que c'est la matrilinéarité? La différence patriarcale, matriarcale, c'est que c'est un qui décide. C'est qui a le pouvoir. Donc il y a une forme déjà de hiérarchie. Quand on parle de linéarité, on parle de comment se transmet la famille. Donc là, c'est ça, quand tu as un mariage entre un homme et une femme, l'homme va habiter dans la maison de la femme. Il va être adopté par la famille de sa femme. Parce que le côté matrilinéaire, c'est donc le clan, c'est la femme qui va en être au sommet, mais qui va en être la responsable. Et la transmission des biens aussi qui se fait par les femmes, c'est ça aussi, non? Je sais pas. Pour moi, il y a plus la notion d'héritage, donc oui, c'est probable, mais tu sais, les biens matériels, là-bas, on s'en fout. Il y a un marteau, le marteau n'est pas à quelqu'un, il y a tout le monde qui en a besoin. Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a cet autre aspect-là. Donc la maison aussi, parce que déjà, ils foutent le feu quand ils s'en vont. Il me semble. Peut-être pas trop. Et le mariage aussi et tout ça, est-ce qu'il y a des... Comment finalement les relations... Moi, ce que j'aime aussi, ce que je trouve intéressant, c'est cette séparation des tâches, on va dire, c'est pas des tâches, mais dans le mode de vie, cette séparation de yin-yang, du masculin-féminin dans l'organisation sociale, c'est-à-dire où la femme va être plus à s'occuper de l'agriculture et de ce qui est tannage de peau, vêtements, et l'homme va être plus évidemment la guerre
mais aussi les voyages, les expéditions, donc diplomatie, commerce. Cela dit, les deux pratiquent l'activité de l'autre aussi. L'homme est pas genre non, je veux pas aller dans le champ, c'est un travail de femme. Non, c'est complètement con. Il bouffe, il veut bouffer, il veut aider la femme. C'est juste que voilà, il y a une tendance que certains fassent plus ça que d'autres, mais après, mais voilà, il y a ah, là, c'est mon interprétation. Et la femme aussi des fois accompagne l'homme dans le voyage. Question de ravitaillement. Puis en Europe aussi, c'est fait au Moyen Âge. On n'en parle pas, mais le rôle des femmes était hyper important dans les ravitaillements de l'armée, des trucs comme ça. Et alors juste, j'avais lu quand j'avais vu une super vidéo sur l'organisation politique de la société iroquoise et que c'était finalement les femmes, un peu les matriarches, qui étaient les autorités un peu spirituelles, morales, je sais pas comment dire ça. Justement, les femmes et les hommes vont, ce qu'on appelle les aînés, donc les personnes qui sont sages, qui sont élues par les gens, qui sont choisies par les gens, chacune va avoir sa sphère de pouvoir. Donc l'homme va être plus côté extérieur, donc le côté yang, le côté chez les autres, donc les guerres extranationales, la guerre chez l'autre, et la gestion du territoire local, donc plus les guerres défensives, ça va être plus géré par les femmes. Ou même les guerres au début entre les nations. Donc les femmes se battaient aussi potentiellement, s'il y avait besoin pas à ma connaissance. Ouais. En tout cas, s'il y avait besoin de défendre le village. C'est possible. Ouais. Si ça avait tiré à l'arc, ça aurait été con de... Mais non, parce que... Enfin, je pense pas, parce qu'il y avait des châteaux... Des villages qui étaient entourés de palissades, mais jamais il y avait une question de conquérir le village. Peut-être plus de le défoncer, mais jamais de le prendre, d'en prendre possession. Ça, même au Mexique, encore. La guerre, c'est un jeu. Ah oui, il y a une domination, mais l'idée, c'est de montrer sa supériorité sur l'autre. C'est l'ego un peu guerrier, c'est de canaliser cette énergie il y a aussi, excessive. Et cette pratique aussi de prendre des otages, d'emmener des enfants qu'on allait adopter et élever dans la tribu. C'est ça, un truc qui n'existe, qu'on n'a jamais trop vu en Europe. Peut-être que l'esclavage, c'était un peu une forme chelou de ça, mais l'idée, c'est que pour pas favoriser la consanguinité, le jeu de guerre est de montrer sa supériorité guerrière, mais aussi de prendre des captifs pour les ramener chez toi et éventuellement, possiblement, les adopter pour pallier, pour assurer un bassin génétique pas consanguin. Et puis après, en fait, ils vont devenir des membres de la tribu qu'on va adopter au sens où ça ne sera pas juste les esclaves. Mais il va être adopté, puis ça c'est vraiment fascinant, il va être adopté s'il y a l'humilité déjà pour supporter l'humiliation qu'il peut subir, et aussi la reconnaissance et le respect de l'autre, et la volonté. Parce que de retourner chez lui après avoir été captif, c'est pas top. Donc, ça c'est le côté de l'organisation tribale. Donc, il y a tout ce système pour assurer un bassin démographique qui n'est pas... Bref, ça n'a rien à voir avec la royauté européenne. C'est pas du tout le même... Niveau civilisationnellement, c'est complètement différent. Ouais. Puis même, je dirais, avec le Mexique aussi, c'est ça qui est fou. Et alors moi, ce qui me souvient avoir lu aussi, à propos notamment de l'Iroquoisie, je sais pas si c'était pareil dans la Huronie, c'était l'idée aussi qu'il y avait comme différents chefs. Tu vois, il y avait plutôt des chefs de guerre, il y avait plutôt une autorité plus spirituelle, une autorité plus morale, plus ce chef village au sens... Comme je disais, c'était plus le milieu de la guerre, c'était le domaine des hommes, et le milieu effectivement plus spirituel, vu que c'est quelque chose de plus féminin en principe dans beaucoup de cultures autochtones, c'était plutôt géré par les femmes. Ce qui explique pourquoi au début les missionnaires vont aller directement vers les chefs de guerre et donc des hommes pour faire leur conversion, puis ça marche pas. Parce que les hommes, ils s'en branlent pas, mais je veux dire, ils sont... Et donc, ça va leur prendre du temps avant de comprendre qu'il faut qu'ils se tournent vers les femmes pour passer par la conversion religieuse. C'est vraiment intéressant. Parce que quand on se pense au christianisme, parce que le chef de guerre, il est chef de guerre en temps de guerre, parce qu'il faut bien un petit peu quelqu'un qui lead un peu, mais par contre, mais de diplomatie extérieure. Mais qu'en temps de paix, par contre, c'est pas le mec qui fait la pluie et le beau temps, et c'est vraiment en temps de guerre qu'il a son rôle, mais qu'après, c'est pas non plus, c'est pas l'espèce de roi en temps de paix, quoi. Non, mais il y a le rôle de la politique étrangère, des affaires étrangères. Ouais. De ce que je comprends. Et c'était pas les femmes, justement, qui étaient les chefs diplomates? Moi, j'avais vu ça pour l'Iroquoisie, mais je me trompe peut-être, il me semblait avoir vu une vidéo sur ça. Mais je pense que dans l'organisation politique intérieure, oui. Ouais. Donc, intérieure, ça veut dire entre les nations de la Confédération. Oui, c'est ça. Donc, honnêtement, je diplomatie interne de la Confédération. Je suis pas sûr à 100%. Et je serais curieux d'entendre d'autres gens sur le sujet, parce qu'effectivement, ça, c'est un peu flou. Mais je sais qu'il y a une forme de séparation de pouvoir comme ça. Donc, c'est l'idée de... On est différents, mais chacun a son rôle
qui est aussi important, donc une notion égalitaire évidente, là, de respect de l'homme a sa place dans la société, la femme a sa place et son rôle, mais les deux sont pas opposés, ils sont complémentaires. Et t'es pas moins un homme si tu fais de l'agriculture et t'es pas moins une femme si tu vas accompagner dans une expédition militaire. Donc c'est pas voilà, on n'est pas dans le délire. Et puis que le mariage, au sens qu'on l'imagine au sens européen à l'époque, n'existe pas vraiment. C'est plus un concubinage, c'est ça, voire même avec des une forme de une sexualité plus de ce que j'ai lu, c'est que c'est plus quand t'es ado, quand t'es jeune adulte. Tu vas effectivement vivre tes expériences en tant qu'individu. Et à un moment donné, tu deviens un homme ou une femme quand tu prends tes responsabilités d'engagement familial. Donc, quand tu vas faire un mariage, et là, je pense qu'il y avait des cérémonies, mais peut-être pas du tout les images qu'on peut avoir en tête. C'est genre, c'était pas habillé en blanc. Ouais. Mais oui, bien sûr, il y avait une cérémonie pour marquer l'union et l'engagement. Je me souviens pas. J'ai lu des trucs sur les cérémonies de mariage, je m'en souviens plus trop. Mais effectivement, donc t'avais des célibataires qui pouvaient avoir encore dans la vingtaine. Et il y a toujours un peu ce côté honteux d'être célibataire assez tard parce que d'une façon tu échoue. Il y a quand même une grosse pression, faut le dire, hein, parce que là, ça peut sonner idéaliste, tout ce que je dis, mais il y a une énorme pression du social, du groupe sur l'individu. Mais l'individu a sa place et il faut qu'il parle. Il faut que les décisions se prennent à l'unanimité. Mais si c'est pris et que l'individu ne respecte pas la décision du groupe et qu'il décide de se rebeller et de tenter une action qui va à l'encontre du groupe, il est défoncé, il est exclu, il est ridiculisé, il est... Oui, c'est-à-dire que tu existes en tant qu'individu avec ta souveraineté, mais tu fais partie d'un collectif et tu peux pas être non plus l'individu en mode j'en ai rien à battre du collectif. Exact. C'est pas de l'individualisme, c'est l'individualisme qui va émerger en Europe à la même époque d'ailleurs. Ouais. Mais à l'américaine. Enfin, donc, il y a quand même un côté assez oppressant, je trouve, dans le sens où mais oui et non, parce que je pense que justement, tu pouvais décider d'aller dans un autre peuple, et puis t'étais pas... Mais tu pouvais être mal vu, tu sais, l'ambition politique, c'est dégueulasse. C'est quelque chose qui est très dévalorisé. C'est pas juste l'ambition en général, parce que l'ambition, elle est personnelle au détriment du groupe. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de bien vu. Et par rapport à la société européenne, tu vois, la monogamie, le mariage... est-ce que c'était vraiment, voilà, un homme et une femme se mettent en concubinage, tu vois, il y a même une cérémonie. Mais comme je te dis. Et après, est-ce que c'est monogame, est-ce que c'est... oui, de ce que j'ai vu encore une fois, de ce que j'ai lu, tu vas être probablement jugé comme irresponsable si tu décides de changer de femme, parce que tu as un engagement, tu t'es engagé, tu as un devoir en tant que père et mari envers tes enfants, mais les gamins sont pas élevés exclusivement par le couple, parce que forcément le couple habite chez la grand-mère. Et donc, comme on dit, ça prend un village pour éduquer les enfants. Donc, il y a une forme de familiale qui est plus... C'est la communauté villageoise telle qu'elle existait encore aussi en partie en Europe à l'époque, quand même. Oui, la voisine, la tante... vraiment la communauté villageoise avec, propriété collective et tout ça, mais je pense que, de ce que j'ai vu, c'était plutôt mal vu, c'est-à-dire irresponsable de quitter tes engagements et tes devoirs en tant que père, mère ou mari, femme. Est-ce qu'on pouvait quand même un peu divorcer, se séparer, tu sais? Je sais plus. Probablement. Il me semble avoir lu que ça existait, Mais il faut que ce soit... J'imagine que ça doit être fait dans un contexte acceptable, d'avoir des raisons légitimes de le faire. C'est-à-dire une interprétation d'un rêve ou d'une espèce de truc, je sais pas, là j'extrapole vraiment, c'est pas du tout sourcé, de ce que je dis c'est de mémoire, là. Parce que là toute la notion spirituelle des rêves et tout, c'est hyper important. Ça t'as beaucoup d'exemples, parce que là on l'aborde, le truc de côté les orgies, là, c'est comme on a un peu d'image à la romaine des orgies, parce que là évidemment t'as les jésuites après dans leurs écrits qui vont avoir exagérer le truc pour dire que c'est la décadence satanique, tout ça, tout ça. On a quand même effectivement beaucoup de sources qui mentionnent qu'il y avait des formes d'échange, de libertinage, on pourrait dire aujourd'hui, sexuel, parce que de ce que j'ai lu, c'est le côté eux ce qui témoignent avoir vu. Donc il faut toujours garder en tête que ces sources-là,
elles sont écrites, mais c'est... on n'a qu'une version des faits. T'as un mec ou une femme, peu importe, qui va dire, qui est perturbé, qui va dire j'ai rêvé que genre je sais pas, en gros avec son rêve, avec l'aide du chaman ou whatever, il va exprimer un besoin de satisfaction sexuelle qui est pas satisfait dans la réalité, et le rêve exprime le désir refoulé ou whatever. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont organiser après, ok, toutes les femmes ou toutes les hommes, ils viennent puis ils doivent coucher avec cette personne-là, un truc comme ça. Donc, après, s'il ment, bon, là, on peut rentrer, c'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de flou. Ouais. C'est très, et t'as aussi d'autres témoignages qui vont dans le sens où, effectivement, le sexe peut être pratiqué en groupe, dans une optique de, il faut, moi, de mon interprétation, il faut comme canaliser cette énergie pour pas qu'elle se retourne contre nous. Beaucoup cette idée de dynamique, de groupe, de énergie. Quand je dis énergétique, bon, bref. Pour moi, en fait, ça fait aussi le lien, tu sais, avec du coup ce qui va aussi vachement favoriser notamment le métissage et l'attrait et l'attirance que vont pouvoir avoir les femmes amérindiennes pour les jeunes Français coureurs des bois. C'est le fait qu'à l'époque, effectivement, si on se replace dans la société chrétienne, bah, en gros, la sexualité et tout ça, c'est plutôt des choses qui ont vocation à être réfrénées, un petit peu, c'est péché, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que pour les Amérindiens, les besoins corporels ont vocation à être plutôt satisfaits, épanouis. Et donc ça, c'est une différence fondamentale. La sexualité, elle est pas mauvaise, elle est pas, c'est pas la sexualité, c'est juste pour la reproduction, et puis voilà, c'est un peu quelque chose de honteux de réprouver. En fait, ce que moi j'aime dans la pensée anarchiste, puis là je parle le courant intellectuel, j'ai enfin pu lire la morale anarchiste de Kropotkin, russe, qui a eu beaucoup de correspondance avec la France à l'époque de, comment il s'appelle, celui qui est à la base des idées de la commune, Paul, c'est pas Paul, t'as Proudhon au début qui va pas mal pour sécuriser, à la fin du 19e, Vallès, je lis son, ouais, je pense que c'est Vallès, c'est ça. Ouais. Bref, et j'ai été tellement soulagé et content de lire que, en fait, dans tous les courants idéologiques intello-européens que j'ai lus, c'est le seul qui mentionne l'aspect primitif et animal de l'être humain, qui vit, qui l'embrasse, plutôt que de lutter contre ça et de le réprimer. Et ça fait écho à cette idée, ce mode de vie autochtone où l'être humain est en partie un animal qui a une responsabilité envers l'environnement, qui a sa responsabilité et son rôle à jouer comme les autres animaux. Mais c'est un être humain, et donc le côté animal, dans le sens animal, dans le sens primitif de besoin de base, il est normal, il est accepté. Donc que tu sois homme ou femme, tu as envie de coucher à droite à gauche quand tu as 15 ans ou 20 ans, ben c'est normal. C'est juste, donc il n'y a pas de... Et forcément, une autochtone de 18 ans... Il n'y a pas ce truc du péché originel, donc, quoi, tu vois, qui va avoir cette influence tellement qui va tellement brider la sexualité aussi quand même. Puis non, exactement. Donc t'as pas cette culpabilité. C'est que tous les plaisirs, en fait, c'est tout ce truc que l'Église, là, pour le coup, catholique, va mettre, que les plaisirs de la chair, c'est un peu péché. Ouais, alors que du côté amérindien, bah non, en fait, les besoins corporels, bah c'est aussi fait pour être satisfait. Enfin, il y a pas de juste naturel. Voilà, c'est ça, c'est naturel, exactement. Et t'as le côté nature, le rapport à la nature. Pour eux, l'être humain est exceptionnel dans la mesure où il regroupe les esprits de toutes les plantes et tous les animaux. Donc, en nous, on porte chacun de ces esprits-là. C'est pour ça l'idée du totem, mettons, dans l'Ouest. Alors, messieurs, on va faire une pause pour admirer le paysage au Braquois. Comment on dit Et là, on est au milieu du nord de la Lozère, en fait. Ok, mais c'est quoi l'adjectif de Aubrac? Mais genre, je suis un Aubraquois, un Aubracais, Aubracien. Aubracien, ça se peut, hein. Aubraquais. Aubraquais! Je vais aller chercher ta veste parce que je commence à avoir les mains. Oui, bah oui, je me suis dit, tu vas commencer à avoir un peu froid. Je sais pas où je l'ai foutu ta veste, je pense que je peux les redonner. Il reste 6 gigas. Bon, ça va. On en parlait l'autre jour. L'aspect de virilité. Un jeune homme va vouloir se prouver surtout à la guerre parce qu'il veut montrer que, bon, voilà, c'est l'ego guerrier, là. Et donc, c'est pour ça que c'est les plus anciens qui dirigent, qui décident plutôt. Pas qui décident, mais qui
qui ont, comment on dit, pas qu'ils ont le pouvoir, là, mais parce que justement ils sont plus sages, ils vont pas vouloir aller guerroyer juste pour montrer. C'est ce que t'as partout autour du monde qu'un peu les organisations. Voilà, les gens ils ont l'expérience de la vie, cette espèce de sagesse de la vieillesse. L'autre façon de former sa virilité dans le sens de devenir un homme adulte, mature et responsable, c'est par le voyage, c'est par le commerce et la diplomatie, mais affronter la rudesse du climat nord-américain, dès qu'ils sont gamins, ils sont tout nus dans la neige. Ils s'imprègnent du climat au lieu de vivre en résistance avec lui. Ouais. Donc, je te donne un exemple, ils n'avaient pas 10 gamins, ils en avaient, on se dit en moyenne à peu près 3, décalés parce qu'ils attendaient que l'un puisse marcher pour pouvoir en avoir un autre. Donc il y a une forme de contrôle de population qui est raisonnée. Ouais. Donc l'idée c'est pas de faire l'amour partout pour avoir plein de gamins non plus, parce que effectivement, bon, est-ce qu'il y avait des moyens de contraception? J'imagine. Moi je pense que avec les plantes et tout, c'est fort probable qu'ils avaient des façons et donc parce que souvent quand le gamin est bébé, ben, c'est la femme en général qui le porte sur le dos quand il se déplace. Donc tu peux pas en avoir 2 bébés. Oui, continue. Je sais pas, tu peux imaginer des familles de 2 à 4 enfants par couple, un truc comme ça. Et pour ce qui est de la femme, je sais qu'il y a des... Attends, je vais finir avec l'homme. Donc de passage de virilité, c'est ça, c'est d'être bien acclimaté, d'être bien intégré à ton environnement. Et donc souvent, ils sont peu habillés. Forcément, les plus fragiles, donc les plus vieux et les bébés et les enfants plus fragiles vont mourir durant les hivers parce que, même côté vêtements, souvent on n'a pas beaucoup de... Hey, il est plus branché mon micro. Putain, attends. J'ai oublié de le rebrancher depuis le début. Ah les cons. Ah merde. Bon. Erreur de débutant là. Ah non, c'est fort, j'avoue. Je pense pas, je pense que j'ai oublié de le rebrancher parce que j'ai dû l'enlever pour écouter la vidéo. Oh putain. Alors je m'excuse, j'ai oublié de rebrancher mon micro au tout début de la vidéo. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'on se passe le micro, c'est idiot, ça a servi absolument à rien. Je me sens très idiot. Vu qu'ils grandissent en étant assez adaptés au climat, quand on parle, ils se promenaient souvent tout nus, c'est que ils sont très peu habillés la plupart du temps. Et l'hiver, ils n'ont pas de manteau à proprement parler, mais ils transforment un peu les fourrures de manière à en faire des espèces de capes, puis de genre de... C'est pas des manteaux, parce qu'il n'y a pas de couture avec les manches. Et donc, ce qui veut dire qu'ils sont pas très bien équipés, en fait, pour faire face à l'hiver. Donc, quand il y a des gros froids, ce qui est moins le cas dans la région où ils habitent, il y en a plein qui meurent, quoi. Donc, tu vois, c'est quand même... Donc, cette idée de former l'enfant dès le début à son environnement, de le façonner à l'image de son environnement, c'est qu'il soit très endurant. Et donc voilà, l'homme veut aussi se montrer qu'il peut parcourir des milliers de kilomètres en résistant, en étant endurant dans ses voyages. Donc ça, c'est en faisant face à la rudesse du climat, puis le côté endurance physique, quoi. Et ça l'entraîne à la guerre. Il y a aussi la crosse, qui est super importante, qui a, d'après ce que j'ai lu, façonné beaucoup de sports collectifs européens ultérieurement. Là, on parle de centaines de mecs qui veulent se préparer pour la guerre en temps de paix, et il y a une balle, une espèce de pelote, et tout le monde a une crosse avec un genre de filet au bout. Et là, le jeu, il n'y a même pas de but, dans le sens de, littéralement, il n'y a pas de but pour mettre la balle dedans. Je pense que le but, je sais pas c'est quoi le but du jeu, mais je sais que la raison principale de cet affrontement-là, c'est d'entraîner sa forme physique. Donc son endurance puis sa force. Donc il y en a qui meurent pendant ça. On ne parle pas d'un jeu où il y a un arbitre. Je veux dire, ils se donnent des coups sur la gueule et puis ils rigolent aussi. C'est pour rigoler. L'idée c'est pas de tuer l'autre, mais ça arrive. Parce que c'est entre eux, ils sont entre frères et donc t'as cet aspect guerrier, mais aussi endurance, force physique dans le sens résistance au climat, au froid, aux rigueurs des voyages, d'être capable de pagayer sur des distances de malade. Donc c'est des gens qui sont dans une forme... Truc sur 30 kilos sur le dos.
Et par contre, les canaux sont hyper légers. Là, les canaux à l'époque sont faits en écorce encore. Ouais, donc quand il y avait du portage, quand il y a une rapide à passer. Hyper léger. Le but, c'est de voyager le plus léger possible. Et là, on rentre dans des dimensions, moi, qui me fascinent. On pourrait y revenir après, juste après. Je veux juste rester sur le thème de la virilité. C'est cette idée que tu incarnes ta masculinité dans le côté extérieur. Le côté yang, c'est le côté qui est en opposition au principe féminin qui est plutôt d'intérieur. Donc, intérieur dans ton corps, le côté spirituel, émotionnel, tout ça. Et le côté plus extérieur qui est force, endurance physique. On n'entend pas du yang, là on fait vraiment écho au Tao, voilà, dans le Tao, le yin et le yang, vous connaissez. Principe masculin, féminin, pour nous c'est pareil. Énergie masculine, féminine, on est très branchés sur ça tous les deux. Ouais. Dans la dynamique pour moi c'est même polarité électrique plus moins là. Je dis pas positif négatif parce que les gens vont y voir un côté négatif. C'est ce principe de polarité de façon qu'on retrouve partout dans le monde, voilà. Et donc la femme, je sais qu'il y a par rapport à ses menstruations, le cycle lunaire, je me souviens avoir lu des trucs sur encore une fois comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles ou autochtones, mais que là, ça avait encore un sens. Il y a un côté, une forme d'exclusion. La femme doit s'exclure du groupe pour entrer en connexion intérieurement. Au moment des menstrues? Ouais. D'accord. Entre autres. Et même des fois en groupe entre elles. Ouais. Mais il y a cette idée de rite de passage de la vie adulte qui se fait au long de l'adolescence, de s'exclure du groupe quand elle a ses menstruations. Pour se reconnecter sur son intérieur. C'est ça, parce que c'est une force naturelle qu'elle doit apprendre à gérer, à canaliser. Pareil pour l'homme, mais chacun a la force de procréation, de créer la vie, mais à sa propre façon. Donc vu que la femme, elle doit apprendre à apprivoiser ce pouvoir-là, cette énergie-là, et c'est pour ça je pense que c'est plus lié au monde spirituel. C'est le côté aussi très maternel et terrestre de fertilité, de côté d'abondance. On parle comme dans plein de figures politistes en Europe, voilà. Et même chrétiennes, on pourrait dire. Ouais. Après, c'est ça. Donc, je voulais juste clore ça. Je retourne sur le côté voyage où effectivement des fois les femmes partaient en expédition, les accompagnaient du moins sur une certaine distance. Parce qu'on s'imagine, on se doute qu'elles n'avaient pas toutes, la grande majorité n'avaient pas leur forme physique, l'endurance, parce qu'eux ils s'entraînent à ça, ils vivent. Bon, bref. Après, faut pas y voir un idéal spartiate non plus, ça n'a rien à voir. C'est juste le côté de. Parce que c'est pareil, t'as toujours des mecs qui sont un peu plus forts, un peu moins. Il y a vraiment une notion de eugénisme aussi. Oui. Dire. Donc là, on n'est pas là-dedans. Non. Puis de servir l'État, machin, bon, c'est. Mais t'as quand même, bon, bref, t'as la fierté qui rentre en compte, c'est sûr. Mais... Et là où ça devient complètement barjot, c'est que quand les Français vont arriver puis vont cartographier, faire leurs premières cartes, c'est les Amérindiens, tout le temps, qui vont les corriger, qui vont dire non, ce fleuve-là, il va pas là, la côte est pas là, puis des détails hyper minutieux. Ils avaient une connaissance intérieure, donc de mémoire et de ressenti, du territoire qui est phénoménal, parce qu'on parle sur des milliers de kilomètres. C'est-à-dire qu'eux, ils faisaient pas de carte, mais quand les Français faisaient une carte, ils disaient non, ça va pas là, ça c'est pas là, ça c'est ici. Ouais, mais c'est que cette tradition orale, comme plein de peuples, où c'est à l'intérieur de toi. T'as pas besoin de l'extérioriser, t'as pas besoin d'un support extérieur pour t'en rappeler. Donc tu le vis, tu l'incarnes. Et donc ils vont, parce que les voyageurs français, ils vont remarquer que entre autres les missionnaires, ils vont remarquer que pendant leurs expéditions, les mecs, ils leur disent, mais vous apportez pas de provisions, comment vous allez faire pour bouffer, vous avez pas chassé sur place et tout. Ils disent, non, mais t'inquiète, nous on sait qu'à tant de kilomètres, on a la cachette au pied du cèdre qui est en forme de je sais pas quoi, et il y a un restant de poisson séché, machin. Et ils arrivent, et comme de fait, le mec, il se rappelle exactement la saison de l'année dernière, genre à l'automne dernier, avant l'hiver, où est-ce qu'ils avaient... Donc, ils ont ça partout sur le territoire qui... Ils l'occupent même pas, mais ils l'habitent, ils transitent par là. En fait. Ils connaissaient par cœur leur environnement, le terrain, Ouais, c'est phénoménal. Franchement, parce que l'environnement, il change tout le temps. Donc,
ils prennent toujours le même sentier, forcément, donc ils entretiennent leur sentier. Donc, tu sais, on voit vraiment le rapport au territoire, c'est profondément ancré dans... C'est la nature qui te guide. Ils font un peu tu un avec leur rentres en environnement. communion avec. Ouais. Ça sonne un peu idéal comme ça, mais c'est quand même le côté... C'est ça qu'un animal fait. L'animal, il a pour moi son côté magnétique, sa boussole magnétique qui le guide vers l'eau, la proie s'il est carnivore, ou le déplacement voilà, des autres populations animales, comme l'ours qui va pêcher. Il y a la vue, c'est sûr, mais il y a plus que ça. Et puisqu'on parle de ce lien à la nature, est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu de leur spiritualité, de leur rapport avec la nature et leur environnement, là, au sens plus un peu spirituel Ben, tu sais, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structure de religion dans le sens de croyance. Il y a vraiment, quand on parle de pratiques primitives, pour moi c'est pas péjoratif dans ce sens-là, c'est le côté où il y a quelque chose de très naturel et de très libre. Donc, il n'y a pas de... Je peux pas décrire une forme d'organisation. Peut-être qu'il y en a une, mais je peux plus parler, c'est ce que je dis un peu depuis tantôt, c'est le rapport à l'être vivant. Il est dans un rapport d'égalité, donc chacune de vie la forme de respect qui impose le respect et vice versa. Donc là c'est mon interprétation, ce que je veux dire. Mais quand tu construis une maison en bois, tu sais que tu prends la vie d'un être vivant, donc tu vas le respecter dans son être et dans le collectif auquel il appartient, le groupe d'arbres. J'ai vu qu'il y avait un rite collectif quand on abattait un arbre, il y avait une ça, je sais pas. Tu vois, moi, j'avais vu ça, alors je sais pas si c'est... Parle pas. Non, mais j'ai pas grand chose à dire, hein. J'avais vu ça notamment sur la BD Les Pionniers du Nouveau Monde, du coup, t'as l'européenne, t'as une des coureuses des bois qui est là, et à un moment, elle est dans une tribu, et il y a le rite d'abattage d'un arbre, avec aussi, tu sais, un peu frère arbre, voilà, on a besoin de toi, mais en fait, tu vois, il y a une espèce de enfin, on prend une vie, mais on en a besoin, mais dans une forme de respect aussi. On a des prières de remerciement qu'on appelle, qui effectivement vont rendre hommage à la vie en général. Et moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a un principe d'échelle, encore comme l'idée de Pérus, où on va partir du macrocosme, aller du microcosme et retourner au macrocosme. Donc c'est le même principe que dans l'idéologie hindouiste et bouddhiste, où tu as le côté d'œuf. Eux, ils parlent beaucoup de l'imagerie de l'œuf. Ouais. Donc tu as l'œuf physique, émotionnel, tous les différents corps, le corps astral, tout ça. Tu as ce principe d'emboîtement, de couches comme des pelures d'oignon. C'est dur de tenir un micro, ça, parce que je peux pas parler avec mes mains. Ouais, je suis tellement habitué. moi je suis pareil. Ouais, c'est vrai, genre. Sinon tu raccroches. Ouais. Mais de toute façon, ça a servi à rien à moitié du temps. Donc, t'as cet ordre, t'as cette échelle de grandeur dans laquelle l'homme a sa place, l'homme et la femme, l'être humain. Et donc, oui, t'as la prière de remerciement, donc au soleil, à la lune, à la terre, aux éléments, à l'animal, l'oiseau, le poisson. Enfin, c'est une forme de chamanisme, et les animaux totems. Mais je sais, tu vois, totem, c'est vraiment un truc de l'ouest des prairies. Donc, je sais pas dans quelle mesure s'applique le concept du totémisme, parce qu'ils n'avaient pas de totem déjà comme la structure qu'on a en tête, là. Mais je pense qu'ils avaient effectivement un animal le fait de vénérer certains animaux et de la priorité, tu sais, des attributs, des propriétés, donc, des valeurs, des qualités à certains animaux. Comme que tu vas trouver dans les noms qui peuvent se donner, tu sais aussi. C'est ça. Comme je disais tout à l'heure, l'être humain porte en lui l'esprit de tous les êtres vivants. C'est pour ça qu'on a un don du créateur, qu'on appelle le créateur, c'est cette entité, cette conscience qui a créé les êtres vivants, le monde matériel, tout ça. Ce que plus tard les missionnaires vont traduire par Dieu, qui vont imposer cette... Bon, bref. Ce que ça veut dire, c'est que moi, de mon expérience personnelle, comment je peux le décrire, c'est que une fois j'étais parti camper tout seul, je suis dans la forêt, je fais du vélo, et je m'arrête sur un petit pont en bois mignon qui passe sur un micro ruisseau.
Et je vois une araignée qui est en train de tisser sa toile. Et là, je veux prendre une photo avec le coucher de soleil, tu sais, un truc de luminosité top. Ouais. Tu sais, je l'ai plus cette photo, c'est dommage. Ouais. Et je regarde l'araignée, puis moi, je n'ai pas peur de l'araignée, j'ai une phobie des limaces, puis des trucs gluants. Les vers. Les vers encore, ça peut aller, mais c'est pour dire que moi, les araignées, bon, après, t'as des grosses araignées bien dégueu qui, effectivement, t'as pas envie d'aller les prendre dans ta main nécessairement. Ouais. Mais elle est belle en train de faire sa vie, même si elle est en train de tendre un piège aux bouches, puis de son côté prédateur. Hein. Ouais. Voilà, c'est dans la nature, aussi, c'est comme ça, c'est ça. Et là, j'ai vraiment, comme je peux dire, pour moi, connecté avec son esprit parce que je la voyais, je la regardais plus avec mes yeux, je la regardais avec le cœur. Et donc, j'ai ressenti son esprit dans mon cœur. Ce que je veux dire, c'est que là, quand je t'en parle, je la vois nettement, exactement comme je l'ai vue physiquement à ce moment-là. Et ça, pour moi, là, c'est fait comme j'ai accepté son esprit en moi. Il y a ma part d'être humain j'ai un côté araignée, comme j'ai un côté érable, j'ai un côté sapin, j'ai un côté chêne, j'ai un côté chevreuil, ours, loup. Bon. Et forcément, selon ta personnalité, tu vas avoir un attrait particulier pour un animal, un esprit d'un animal avec lequel tu vas être plus en connexion. Donc, de cette idée-là d'animal totem, oui, je pense que l'expression peut être juste, mais est-ce qu'ils avaient une forme de... Dans ce sens-là, on peut parler, moi je peux affirmer que oui, ils ont cette idée, cette... Est-ce qu'ils avaient quelque chose qui a été de l'ordre de quelque chose d'un dieu ou d'une divinité ou d'une... Non, on parle vraiment d'animisme. Et puis des rites, des rituels, ouais, animisme, ouais. Donc il y a le mythe de la création qui a anthropomorphisé des forces naturelles, machin. On pourra en reparler, mais je pense que c'est vraiment chaque être et chaque lieu a son esprit et nous on a notre esprit et il y a une dynamique invisible de connexion. Tu es constamment connecté avec l'esprit des autres trucs. En tout cas, comme dans le bouddhisme la nature, c'est pas un truc à contrôler, à exploiter, mais voilà, non, on fait partie de la nature, enfin, on fait un tout. Oui, c'est ça. Mais c'est plus que ça, c'est une responsabilité, comme je disais, de gardien de l'équilibre naturel. Et que tu vas retrouver dans les civilisations en Amazonie qui peinent à élucider en ce moment, au Mexique et tout, tu as ça aussi. Mais eux, ils ont connu plus de déséquilibre à mon sens, dans le sens des fortes ascensions et des grosses chutes civilisationnelles, au sens civilisationnel. Est-ce que de ce côté-là aussi, ils avaient une cosmogénèse ou une théorie, une vision, un récit de la création du monde qui avait créé l'homme ça, nous, chez les Hurons-Wendat, bon, c'est ça, c'est ce que je connais le mieux, encore une fois. C'est il y a un bouquin, il y a eu du gros travail intéressant anthropologique et archéologique dans les années 70. Donc on a encore des très bons écrits de cette époque-là sur les Wendat. Mais là, maintenant, tu as une vague plus autochtone déjà, tout ça. Mais il y en a une qui est assez fondamentale, un auteur qui est assez fondamental, incontournable, c'est Bruce Trigger. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Les enfants d'Ataïntik, pour reprendre le nom du mythe de la création, qui est, je pense, iroquois. Je pense que les Iroquois le partagent, il me semble. Et donc là, en gros, parce que c'est quand même décousu pour moi, là, avec ma mentalité occidentale, donc c'est assez difficile à raconter. Mais en gros, non, puis c'est une question de mémoire aussi, t'as la figure de la déesse mère, qui s'appelle Ataïntik, donc Ataïntik, qui va tomber d'un arbre, entre les racines d'un arbre, qui est comme dans le ciel, à cause de... Pourquoi? Je m'en rappelle plus. Mais il y a une figure masculine en arrière. Ouais, là, tu sais, c'est... celui qui a récolté ça et qui l'a mis par écrit, c'est Marius Barbeau, un anthropologue canadien-français au début du 20e siècle. Donc déjà au début du 20e siècle, la majorité des Wendat, même en Oklahoma, parce que comme on va en revenir, ils sont un peu éparpillés partout en Amérique du Nord, t'as les anciens, les aînés qui parlent encore la langue, mais déjà il y en a beaucoup qui parlent plus la langue. Donc, et ils sont tous chrétiens, donc forcément ça a été influencé avec le mythe de la création biblique. Donc, ça à prendre avec des pincettes, tu sais. Mais voilà.
c'est pas grave, il y a quand même la tradition orale aussi qui a joué là-dedans. Ouais. Donc, elle va tomber entre les racines d'un arbre. Je pense qu'elle est enceinte à ce moment-là. Elle est mise enceinte par... Comme... Je me rappelle plus quoi. Mais c'est pas un homme, à proprement parler. C'est comme l'Esprit Saint, un peu. genre... je sais plus. Ouais. Je me rappelle plus. Et là, elle va tomber du ciel sur le dos de la grande tortue. Nous, on appelle l'Amérique du Nord la grande tortue. Puis c'est vrai que géographiquement, quand tu regardes d'un point de vue satellite, ça fait comme une tortue qui nage. C'est intéressant. Il faut avoir un peu d'imagination, mais c'est l'esprit de la Terre pour eux, c'est ça que ça évoque. Et là, non, je pense qu'elle tombe dans l'eau avant. Elle tombe dans l'eau, et là, il y a les animaux, différents animaux qui se consultent pour genre, ah mon Dieu, il faudrait peut-être la sauver et la sortir de là. Et il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, on ne rappelle plus lesquels. Et il y en a un, je sais plus, genre la grenouille, ou je sais plus. Vraiment, je suis vraiment... faudrait que je leur lise, faudrait que je fasse mes devoirs. Et ils vont la sortir de l'eau pour la ramener sur le dos de la tortue. Ouais, bon, c'est très grosso modo. Là. Oui. Et de là vont naître ses deux fils, les deux frères dont je parlais plus tôt. Celui qui incarne plutôt le yang et l'autre qui incarne le yin. Donc plutôt le principe de bienveillance et de justice et l'autre plutôt le principe de malice et un peu... je sais pas c'est quoi le mot, pas égoïste mais... Non mais c'est marrant parce que ça fait vachement penser à ce truc des frères ennemis rivaux avec un dieu plutôt bienfaisant, bienfaiteur de l'humanité et le dieu plutôt pas cool exploiteur. Ouais. Ça correspond c'est pas cool exploiteur, c'est vraiment plus... Moi, je fais plus de parallèles avec l'hindouisme, Shiva et Krishna, Krishna. Shakti, donc le principe destructeur et créateur plutôt. Donc c'est celui qui fout le bordel, qui détruit tout, et t'as l'autre qui répare et reconstruit. C'est l'archétype de Osiris 7 dont je parle pas mal en vidéo sur le gnose et de Enki Enlil sumérien. Non mais encore une fois intéressant que tout autour du monde on retrouve un peu toujours les mêmes archétypes. Parce que dans le côté plus Mésopotamie, t'en as d'autres aussi. Oui, mais ces deux-là, c'est les deux figures centrales et tout s'articule autour de ça. Absolument. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais moi j'ai des théories là-dessus. Les hypothèses, on va dire. Et voilà d'où découle l'humanité. Donc le genre humain, là, on va dire, c'est une déesse, la création. La déesse mère, qui fusionne, qui tombe du ciel et qui fusionne avec l'esprit de la terre, littéralement, pour donner naissance. Qui tombe dans la matière un peu d'une certaine façon. Oui, c'est ça, absolument. C'est intéressant, parce qu'entre les racines d'un arbre pour moi, céleste, ça fait écho et résonance avec plein d'autres trucs. Oui, très intéressant. C'est fascinant. Ça, c'est le principal mythe de la création. Parce que là, tu dis, mais les enfants... Et donc la création, c'est une femme qui crée l'humanité. C'est clairement un truc. C'est une femme qui crée l'homme et pas un dieu masculin. Ça, c'est intéressant parce que aussi. la femme... Pour moi, c'est une anthropomorphisation de la naissance de l'humanité. Bah oui, parce que dans toutes les traditions les plus anciennes, d'où venait la vie, elle venait d'une femme. Oui, c'est ça. Du féminin, c'est elle qui donne la vie. Donc c'est intrinsèquement sacré. La femme, elle peut pas être vue inférieure, ça n'a aucun sens. Comme dans toutes les cultures autochtones, c'est pareil, même en Europe. Avant les grands monothéismes, en fait. Qui ont perverti le modèle, parce que... Qui ont dégagé le féminin sacré. Comme tu disais, ils l'ont pas complètement dégagé, parce que la figure de Marie et tout ça, elle est là. Absorbé, recyclé en même temps, mais quand même, là, on passe vraiment comme une société vachement plus patriarcale, là, c'est là qu'on peut le dire. Soit ton image est meilleure, ça commence à être... on voit quand même un peu. Bon, on se débrouillera avec, Et donc ça conclut ce dont je me souviens du mythe de la création. Mais ça va même, je pense, à le Silmarillion, la naissance du monde dans l'univers de Tolkien. Ah oui. C'est cette espèce d'idée d'apparition un peu subite de l'humanité, parce qu'elle n'est pas expliquée dans un langage physique, elle est expliquée de manière plus ésotérique, avec des principes spirituels, avec des images. Je pense qu'il nous a fait un beau portrait de à quoi pouvait ressembler un peu ce monde des Premières Nations, leur organisation politique, matérielle, sociale et tout ça, et puis voilà aussi tout l'aspect un peu plus
spirituel, etc. Ouais. Et attends, je ouais. vais rajouter un ou deux Ah oui, trucs, vas-y. parce que ça Ouais. c'était le mythe de la création. Ouais, Et côté pratique quotidienne, ouais, ah oui. t'as l'idée que tu vas recevoir un peu ton animal totem en rêve. Le monde des rêves est super important. Il y a vraiment de l'expression du subconscient. Ouais. Et moi je blaguais avec un pote, je dis ouais mais qu'est-ce qui arrive si le gars à l'époque il rêve d'un éléphant, mais il a jamais vu d'éléphant de sa vie, puis il dit ah j'ai vu dans mon rêve, c'est un gros truc gris, chelou, un truc, un nez bizarre. Je me suis dit ben le gars il passe toute sa vie sans jamais voir son animal totem, puis il est comme il y a une crise identitaire existentielle tout au long de sa vie, c'est drôle. Donc par exemple, tu as des animaux qui reviennent plus souvent. Dans le nom des nations d'ailleurs et des clans, les clans sont très centrés sur les animaux parce que ça représente un symbole. Donc le cerf, l'ours, le loup, des animaux comme ça, le castor. Frère loup. Ouais, c'est cliché mais voilà. Et tu as aussi des trucs comme la pierre, la corde. Ça c'est drôle parce que la corde c'est quand même un objet artificiel qui est fabriqué, mais ça a quand même sa place dans cette symbolique spirituelle. Mais je pense en particulier à l'ours. L'ours, c'est une figure excessivement importante dans cette mythologie, dans cette vision du monde. Il est l'esprit par excellence de la médecine. C'est le porteur des savoirs de la médecine. Quand on parle d'homme ou de femme médecin, l'esprit de l'ours, il y a beaucoup de mythes qui racontent l'histoire d'un gamin ou d'un adulte qui va se ramasser à être adopté par des ours, un ou des ours, et qui va revenir après dans la société humaine pour partager le savoir médicinal. Puis quand tu dis médicinal, là tu as forcément une connexion entre le monde de l'esprit et du monde matériel, donc l'esprit de la plante. Tu sais, quand on parle de soigner avec une plante, là, c'est parce que c'est du vivant. Et il y a la notion qui est hyper importante de partager son esprit. Partager l'esprit. C'est pour ça dans les prières de remerciement, c'est que pour moi la gratitude passe par le cœur. Donc le cœur, c'est ce qui te relie à la vie, c'est pour ça que tu es en vie. C'est ta batterie. Et ça te relie au monde du vivant. Donc tu vas passer par le cœur de l'arbre, le cœur de l'animal. Et tu vas... là, il y a beaucoup de... Ce que je dis, c'est personnel, c'est mon interprétation. Oui, bien sûr. T'as beaucoup donc la figure de l'ours, elle est hyper importante dans la médecine. Et ouais, donc c'est ça. Tu sais, puis tu peux faire aussi écho avec un peu l'allégorie de la caverne, là, parce que l'ours, la caverne, il y a vraiment cette idée d'aller dans le subconscient. Oui, comme l'ours vit dans la grotte, du coup, ça renvoie à tout ce que toute la symbolique et l'imaginaire. Le côté ermite, de s'isoler, mais puis la réflexion intérieure aussi. Donc, est-ce que c'est véritablement arrivé? Je pense que oui, c'est possible. Mais il y a beaucoup de symbolique aussi. Voilà. Parce que, tu sais, cette image, même, je pense à l'Europe de l'Est, entre autres dans la série de Witcher, le sorceleur, où Gérald qui fait partie de l'école des loups, mais il est littéralement, c'est un peu le cliché du gamin qui est élevé parmi les loups. Parce qu'il réussit à connecter avec l'esprit, donc à dialoguer, à communiquer, à faire partie de la meute d'une certaine façon. Puis même dans tout le côté des steppes d'Asie centrale, tout le côté des vagues de peuples d'Asie centrale qui ont envahi l'Europe successivement, il y a beaucoup cette notion, le loup est hyper important parce que il y avait aussi le côté laisser les jeunes hommes sortir du groupe pour aller chasser puis confronter la nature, et s'ils en reviennent vivants, donc il y a cette symbolique de ils partent un peu en meute et ils doivent revenir et puis d'avoir la peau de bête du loup littéralement, d'avoir survécu, de s'être approprié l'esprit. Et ça, cette symbolique-là, tu sais, regarde la création de Rome, parce que étant un peuple indo-européen, la fondation de Rome, c'est sur l'imagerie de la naissance d'un peuple de l'esprit du loup. C'est quand même, enfin bref. Donc c'est pas. Moi j'ai plein d'autres. On va pas en parler ici. J'ai plein d'autres. J'ai entendu plein d'autres hypothèses et théories intéressantes sur l'idée de des gars qui sont élevés par la louve, nourris par la louve. Mais bon. Oui. Mais là je te fais un genre de raccourci pour dire que
cette symbolique-là, elle est pas exclusive à la spiritualité amérindienne. Tu sais. Cette idée de partager l'esprit avec un autre être vivant, c'est fondamental. Tu es constamment en connexion avec les êtres vivants et tu partages leur esprit, c'est-à-dire que dans ta personnalité, tu vas... Toi, t'es animé pas vachement par l'esprit de tel ou tel animal. Voilà. Mais c'est pas juste que t'es animé, c'est que t'es habité par cet esprit-là. Oui, ça va plus loin que habité, Donc, même que physiquement, tu peux prendre les traits d'un genre de castor avec tes dents, puis bon, tu sais, ça va jusque-là. Et la personnalité, bon, voilà. C'est le côté animiste, vraiment. Quand on parle d'animisme, pour moi, c'est ça. Oui, effectivement. Voilà, je pense que ça conclut pas mal ça conclut le tour que je voulais faire quand on parlait du monde spirituel. Ouais, super. Et est-ce que du coup maintenant, tu peux nous raconter un petit peu justement voilà l'arrivée des premiers Français et surtout à partir de l'épisode de Champlain où là il y a vraiment ces premières Français qui viennent s'établir et nous raconter un peu ses premiers contacts avec les Amérindiens, comment ça se passe, quelles relations sont nouées, sur quels principes, puis voilà comment aussi cette figure de Champlain que les Français connaissent pas trop, connaissent un peu l'histoire de quartier, mais finalement Champlain est assez oublié du côté en tout cas de l'histoire française, enfin du grand public, je parle. Et alors qu'en fait là, c'est vraiment le père fondateur de la Nouvelle-France et qui va poser les bases aussi de cette relation franco-amérindienne. Alors, là, que ce soit bien clair, l'incursion de Jacques Cartier sur le territoire, on va dire, canadien dans le sens géographique, elle est presque anecdotique, historiquement. Parce que on sait déjà qu'il y avait des pêcheurs basques et bretons, et probablement même gallois ou je sais pas quoi, qui allaient là, pêcher sur les côtes de Terre-Neuve et de l'Acadie. On sait que les Vikings ont officiellement établi un camp, et bien plus qu'un camp, une base sur Terre-Neuve. T'as la présence viking. Je tiens à en parler parce qu'il y a tellement de théories que les Vikings sont allés jusqu'au Mexique ou jusqu'au Grand Lac ou jusqu'à plein d'endroits. Parce qu'ils avaient... Bon, moi ce que je veux dire, c'est qu'on est sûr et certain 100% qu'ils ont mis les pieds à l'an 1000 dans à Terre-Neuve. C'est clair. Moi je suis persuadé, étant les navigateurs qu'on les connaît, ils sont au moins allés jusqu'à l'embouchure du Saguenay. Parce qu'ils avaient les compétences, ils avaient le matériel. Pour l'embouchure du Saguenay pour les... Terre-Neuve, là, il fait vraiment froid. C'est pas du tout propice à l'agriculture. T'es vraiment à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. Donc t'es vraiment... En gros, c'est une grande île qui est au large du golfe de Saint-Laurent qui forme cet immense estuaire et un golfe, voilà. Le golfe du Saint-Laurent, c'est là où tu vas voir l'Acadie, la Gaspésie et la rive nord, donc Tadoussac, tout ça. Et là, tu pénètres dans l'embouchure du fleuve, tu remontes Saint-Laurent, cet estuaire, et tu arrives, encore une fois, à l'embouchure de la rivière Saguenay. Donc, attends, j'ai peut-être un petit bug. Il me semble que l'embouchure de la rivière Saguenay, elle est après l'entrée du fleuve. Elle est pas avant. Vers Tadoussac, mais je pense que c'est juste après Tadoussac. D'accord. Tadoussac, t'es pas encore rentré dans le fleuve. Tu vas y arriver dans l'embouchure. T'es dans l'embouchure. Bref. Et là... parce que cet estuaire fait 100 km de large. La rivière Saguenay, donc, elle est plus facile à naviguer que la rivière Saint-Laurent, déjà. Et elle ressemble à une micro-Norvège. Elle ressemble à... Il y a les fjords du Saguenay. C'est un paysage où, moi, quand je suis passé là, j'ai ressenti l'esprit viking, dans le sens où je me dis... Oui, il devait se sentir un peu, ça me rappelle chez nous, quoi. C'est ça. Donc, voilà, chez eux, au sens où après, pour moi, c'est des descendants, c'est 6-16 générations après, parce qu'il y a d'abord ceux qui sont allés en Islande, puis au Groenland, mais là, on est au début de l'an 1000, donc, et donc, ils ont tout pour le faire. Ils ont comme on dit, les connaissances de navigation, ils ont le ravitaillement encore au début, ils sont pas arrivés à bout, mais clairement, ils doivent subsister de chasse, de pêche, donc la pêche, c'est pas un problème, et forcément de leur relation avec les contacts avec les Premières Nations. C'est sûr que ça joue un rôle majeur. Moi, je pense qu'il est très probable qu'ils aient même navigué à un certain moment dans le fleuve Saint-Laurent, et que le fameux Vinland de l'époque, qui avait un climat beaucoup plus tempéré, ça
pourrait être la Gaspésie, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, ils font du vin de bleuet là-bas. Ils font des formes de vin. Donc, d'accord. Donc le Vinant ne serait pas la Terre-Neuve, mais la Gaspésie, ouais, pour moi, oui. Ok. Il y aurait... Parce que là, déjà, c'est probablement fertile. T'as des forêts, c'est beaucoup plus tempéré comme climat. Là, ça peut vraiment avoir l'air d'un paradis. Mais et là, ils constatent que c'est occupé. Plus ils avancent, s'ils avancent, plus ils constatent que c'est habité. Mais pas encore, parce qu'on rappelle qu'à l'an 1000, l'expansion de la croissance démographique qui est partie des Grands Lacs, elle a pas encore eu lieu. D'accord. Donc, les Iroquois du Saint-Laurent, là, les gens de culture qui partagent une culture de langue iroquoienne d'agriculture, ils sont pas encore dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup moins peuplé. Oui. C'est 10 fois moins peuplé. 5 fois moins peuplé, on va dire, qu'au 16e siècle, quand Jacques Cartier arrive. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais force est de constater que si ils ont fait un peu de commerce, il y a eu des d'échanges, c'est sûr. Donc les gens avaient très connaissance de l'existence de Blancs. C'est ça. Donc même 5 siècles après, même on sait que voilà, il y a 500 ans avant Jacques Cartier. Il y a eu des contacts et donc on sait pas non plus des gens qu'on n'a jamais vus. Enfin, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a un précédent. C'est ça. Et après, comme on disait, les pêcheurs et tout. Donc forcément, ils sont une poignée, les Vikings, s'ils sont une cinquantaine. Ils peuvent aller explorer l'Acadie. Moi, je doute qu'ils vont jusqu'en les côtes de la Nouvelle-Angleterre. J'en doute, parce que ça commence à être vraiment loin. Et là, tu t'enfonces de plus en plus. Et là, une question de ravitaillement, de machin. Il faut que tu t'arrêtes à un moment donné. Il y a l'hiver, il y a tout ça. Et si tes relations, on va dire, diplomatiques avec les Autochtones dégénèrent pour toutes sortes de raisons, là, tout part en couille. Il y a rien de durable qui peut être fait. Donc, tu es obligé de rebrousser chemin. Donc, c'est fort probable que ça se soit arrivé. J'y arrive. Surtout qu'il me semble qu'en Terre-Neuve, il y a même quelques traces de flèches et qu'il y a eu des altercations et un peu potentiellement des combats entre Vikings et Autochtones. C'est ça. Donc, si c'est ça leur base et qu'ils ont pu aller explorer un peu plus loin grâce à ça, mais qu'ils reviennent à leur base puis que ça se passe mal, c'est mort. Donc, ils ont peut-être fait 1 ou 2 voyages un peu plus. Peut-être qu'ils ont essayé de mettre 1 ou 2 établissements de colonies qui n'ont pas tenu, et après on sait que par contre du Groenland, ils venaient, mais pour exploiter du bois, des trucs, et puis revenir, quoi. Ah bon? Ouais, moi c'est les... À Terre-Neuve? Ouais. Parce que qu'en fait, t'avais très peu de bois au Groenland, qui faisaient des expéditions pour venir notamment choper du bois et quelques ressources qui ramenaient au Groenland, dans leur colonie du Groenland, qui ont fini elles-mêmes par s'éteindre aussi à cause des changements climatiques. C'est exactement, du refroidissement dans la région. Mais non. Mais ça, enfin bref, donc clairement il y a eu des contacts et après ça peut faire écho à certaines prophéties qu'il y avait eu chez nous, chez les Wendat, les Huron-Wendat, dans le sens que effectivement ils ont conscience qu'il y a des gens qui viennent de loin, qui ne leur ressemblent pas du tout, qui ont des trucs chelous, qui sont très différents et qui existent. Et là, on saute à l'époque de Jacques Cartier, 1534. Ouais. Bah écoutez, en plus on est en train de perdre la lumière et on a perdu le micro-cravate et c'est vrai que sur la qualité du son ça risque d'être un peu moins bien. Alors, ou sinon on se dit que là en fait on a fait ce portrait des Premières Nations et jusqu'à l'arrivée de Jacques Cartier. Voilà, et qu'en fait et après on reprend en mode justement l'arrivée des premiers Européens. Ça fait on est sur une bonne transition et on continuera. Ok. Allez, on vous dit ciao, à bientôt, à très vite pour la suite.